Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fait débat depuis des années. Comment prendre efficacement du muscle? Faut-il aller à l'échec? Les courbatures sont-elles vraiment un signe de progression? Le cardio fait-il perdre du muscle? Combien de séances faut-il faire par semaine? Est-ce que le temps sous tension est vraiment important? Et surtout, quelles sont les erreurs qui ralentissent votre progression? Pour répondre à toutes ces questions, on reçoit Rudy Koya, l'un des pionniers de la musculation naturelle en France. Pendant près de 2 heures, on revient sur les véritables mécanismes de l'hypertrophie. Le stress mécanique, le temps sous tension, le volume d'entraînement, la récupération, la surcharge progressive, la technique, l'échauffement, la mobilité, la nutrition, la complémentation. Bref, on a eu la chance d'avoir une véritable masterclass sur ce sujet. Bonne écoute. Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutri&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Il y a un code en description. Retour au podcast. Allez, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 1000%. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Rudy Koya, je pense très connu, pionnier de la musculation naturelle en France, un des premiers coachs. On aura l'occasion justement d'en parler. On va vraiment s'intéresser aujourd'hui au mécanisme de la prise de muscle, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui marche. Il va nous partager un petit peu son expérience. C'est vrai qu'il y a plusieurs types de coachs. Il y a des coachs qui sont très théoriques, des coachs qui sont très terrain. On a la chance d'avoir aujourd'hui les deux dans un seul homme. Donc Rudy, je vais te laisser te présenter, toujours accompagné du Pierrot qu'on ne présente plus. Ça va Pierre? Ouais, salut à tous les deux. Bon, On ravi de va laisser. recevoir Rudy. On avait Voilà. reçu Michael il y a quelques mois, une autre figure importante du fitness en France. Rudy, je te laisse te présenter. Déjà, merci pour l'invitation. J'ai vu que votre épisode avec Vincent avait cartonné. Je me suis mis dans ma to-do, je ne l'ai pas encore écouté. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis passionné de musculation depuis le début des années 2000. J'ai découvert ça juste avant mes 14 ans. Et en fait, cette passion m'a amené à me poser des questions suite aux difficultés que je rencontrais. Et de fil en aiguille, m'a amené à écrire des articles, à partager les réponses que je trouvais. Je suis surtout connu pour le site superphysique.org. Mais j'ai fait plein de trucs autour. Je vais pas développer en détail parce que ça pourrait être long. Mais en gros, je me résume souvent comme un passionné qui cherche des réponses à ses questions et qui, une fois qu'il en a trouvé une bonne partie, les partage. Comme d'habitude, on mettra tous tes liens en description de la vidéo YouTube et on va surtout être très rigoureux sur les chapitres aujourd'hui. On va faire une première partie un petit peu théorique et une deuxième partie qui sera très utile et très pratique. Donc vous pourrez switcher si vous voulez avancer dans la vidéo. Je sais que des fois la concentration de certains c'est un petit peu limité, donc ça vous aidera à aller à la partie où vous voulez. Donc pour commencer, Rudy, est-ce qu'on est est-ce qu'on sait vraiment comment on prend du muscle au niveau physio? Est-ce que il y a un consensus par rapport à ça? Ou est-ce que c'est encore des théories ou quelle est un petit peu cette idée? Est-ce que la science a des on arrive à des vérités ou pas encore? Ça fait longtemps que j'ai pas trop regardé la science. La dernière fois que j'ai regardé, ça remonte peut-être à une bonne décennie. Mais en fait, globalement, ce qui se passe, c'est qu'on a tous une sensibilité différente, une réponse différente à un effort. Ce qui fait qu'il est très, très difficile de généraliser, même si j'ai tendance à le faire pour des soucis de compréhension et pour écrire des articles. Mais en fait, on voit dans les études qu'il y a des personnes qui répondent très bien, j'ai une connerie, à 2 séries de 10, et puis d'autres qui répondent moyennement et d'autres qui répondent pas du tout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas un consensus vraiment établi d'un point de vue physiologique. Maintenant, on sait en pratique comment faire prendre du muscle à tout le monde. La question, c'est jusqu'où on peut faire prendre du muscle, sachant qu'on répond pas tous pareil. Encore une fois, à un entraînement type. Et si on rentre un petit peu avec le microscope entre parenthèses, on a toujours cette idée de on va déchirer des fibres musculaires pour en reconstruire d'autres. Est-ce que c'est vraiment ça la prise de muscle? Est-ce que c'est bien plus compliqué? Ça m'a l'air bien plus compliqué. Ça, c'est un peu la théorie qu'on avait dans les années. Tu sais, au début des années 2000, on disait il faut créer des micro-déchirures au niveau des tissus musculaires et notamment des muscles. On pensait que c'était ça qui donnait des courbatures. On pensait que vraiment c'était ça qui était atteint. Et en fait, on s'est rendu compte avec les années que ce qui vraiment se micro-déchirait, c'était plutôt les aponevroses, les enveloppes de nos tissus.
ce qu'on appelle, quand on fait les cours de physio un peu basiques, l'épimysium, l'endomysium, périmésium. Les prolongements, donc tout ce qu'on appelle aujourd'hui les fascias. On dit que le corps, tout est relié. On parle de tenségrité. Et en fait, c'est plutôt ces structures de tissu conjonctif qui seraient malheureusement déchirées, micro-déchirées par l'entraînement, alors que nos muscles, en fait, seraient presque comme neufs. Il y a des parties qui sont certes moins excitables, qui fatiguent, mais les muscles ont des réserves tellement insoupçonnées. Je me souviens qu'au début des années, juste avant 2010, on avait testé beaucoup l'électrostimulation parce que Michael Gundy il avait impulsé un peu le mouvement dans les mondes du muscle en disant mais c'est incroyable, nos muscles sont comme neufs, vous faites une série, vous mettez l'électro, c'est vraiment comme neuf. Et donc ça s'explique par plein de raisons. Et c'est vrai que quand on met un électrostimulateur à la fin d'une série qu'on estime être à l'échec, on se rend compte que en fait le muscle est très très loin d'être épuisé ou d'avoir épuisé ses capacités. Donc en ce sens, on n'est plus du tout sur cette théorie, du moins de ce que je peux savoir, des micro-traumatismes musculaires. On est plus sur l'augmentation, un peu comme tu partages sur les réseaux, Alex, une augmentation de la contrainte progressive sur les tissus, sur les muscles qu'on souhaite développer. Je pense qu'on est d'accord. Et après, c'est qu'on se pose aussi des questions parce qu'on voit beaucoup de choses sur la musculation. Il y a eu notamment Pierre Le Sueur qui en parle pas mal dans ses podcasts. C'est intéressant. Ces différents mécanismes d'exercice, il y en a où il y a une grosse composante d'étirement, d'autres où avec un petit peu moins d'étirement. Qu'est-ce qui va avoir un effet justement sur le muscle? Est-ce qu'il faut prioriser l'étirement, pas l'étirement, le temps de contraction? Qu'est-ce qui fonctionne? Est-ce que tu as des retours? Est-ce que aussi ça dépend de chacun? Tu fais un bon intervieweur, Alex, parce que je sais que tu as déjà les réponses, vu que je suis ton contenu. Non, mais le but, Euh, c'est d'aller bien chercher les sûr, bien infos sûr. justement de ta part. On Bien attend sûr. le nom. Attends le nom. En fait, il y a ce qu'on appelle une loi un peu physiologique qui s'appelle la relation tension-longueur, qui dit que nos muscles ont une position de force, une longueur optimale, quand ils sont proches de leur position de repos. Donc souvent, je prends l'exemple du pec. Quand j'ai le bras le long du corps, voilà, c'est là que mon pec a le plus de force. C'est là que le plus de ponts d'actine et de myosine peuvent s'enchevêtrer. En fonction de la longueur de mes leviers, donc de mes bras par exemple, si on prend, et notamment des avant-bras, si on prend les pecs, de la longueur de mes côtes, et ben en fait, je vais être plus ou moins étiré en position basse au développé couché et plus ou moins raccourci en haut. Ça signifie que, en fonction de mes leviers et de mes longueurs musculaires aussi, parce que plus un muscle est court, plus il arrive rapidement en étirement, moins il va pouvoir développer de force et se contracter avec force. En fait, je fais souvent ce petit schéma quand je donne les cours aux futurs coachs. Là, je suis en position de force. Là, j'ai très peu de fibres qui peuvent s'enchevêtrer d'actine et de myosine. Je simplifie pour les plus experts. Donc, ça veut dire que plus de poids, de tension est supporté par mes aponevroses. C'est pour ça que l'excentrique génère plus de courbatures. Et à l'inverse, quand je suis comme ça, très raccourci, pareil, on voit que tout ne peut pas s'enchevêtrer et donc j'ai moins de force. Pour moi, ces notions d'exercice d'étirement ou à forte tension de contraction, elles dépendent énormément de l'individu. Ce qu'on sait, c'est que si tu as une bonne capacité de mouvement, une bonne mobilité, ce que tu partages sans arrêt sur ton compte, Alex, que je suis, en fait, si tu as une bonne capacité de mouvement, c'est pas si dangereux d'aller chercher l'amplitude. Maintenant, il y a des raccourcis qui sont faits et un peu à tort, et je dois en être en partie responsable, c'est que des fois, des gens qui débutent la musculation ou qui ont un niveau débutant plus, intermédiaire moins, voilà, vont dire moi je peux pas toucher les pectoraux développé couché parce que je suis trop étiré et donc ça c'est à cause de ça que je peux pas toucher les pecs. Pas du tout, c'est que tu manques tout simplement de mobilité, de capacité de mouvement, que ce soit en rotation interne, externe, flexion, extension au niveau de l'épaule, et qui sont des prérequis pour la longévité. Ça, c'est la base. Ensuite, à partir de ce constat-là, une fois qu'on a les bonnes capacités de mouvement qui sont pour moi les prérequis, on peut s'intéresser à l'adaptation de l'amplitude par rapport à ces longueurs osseuses et musculaires. Mais avant ça, c'est un peu rapide et c'est pour ça que je suis pas spécialement pour l'adaptation de l'amplitude pour la plupart des individus, de manière générale. Après, quand on fait un bilan de quelqu'un et que tu l'analyses en détail, tu testes ses capacités de mouvement, tout ça, là, tu peux déterminer en amont, voilà, est-ce que je dois aller chercher l'amplitude max ou pas? C'est sûr que si on veut généraliser, plus j'ai d'amplitude, mieux c'est. Pour, d'une part, ma longévité. Après, quand il y a des poids lourds, c'est plus risqué. Et là, tu as tout intérêt à adapter l'amplitude, on va dire, à ce moment-là, à tes longueurs osseuses et musculaires. Mais ça concerne très, très peu de personnes et surtout des pratiquants avancés.
ce qu'il y a de moins en moins, j'ai envie de dire. Là, Pierre, tu tu veux... évoques, Ah, vas-y. finalement un paramètre de la prise de muscle qui est le stress mécanique. Tout à fait. Voilà. Le chapitre 1, stress mécanique, c'est ça. Ouais, bah en fait, le stress mécanique, tension mécanique, c'est le poids que tu utilises, c'est la tension. Moi, je dirais plus la tension que tu mets sur tes muscles. Parce que le poids, on sait tous qu'on peut faire des mouvements dégueulasses et qu'en fait, Mm. le poids n'est pas du tout supporté par le muscle que tu veux. Tu vois, on a tous déjà vu des gens faire des élévations latérales ou des curls pour les biceps. Et en fait, ils font tout sauf les épaules ou les biceps. Ou alors avec une très petite partie. Donc, c'est plutôt la tension que je vais mettre sur le muscle, ce qui implique souvent de ne pas se surestimer, et je vais même dire de se sous-estimer pour mettre les poids adaptés à ses capacités, à sa force actuelle. Mais ouais, c'est le premier facteur de l'hypertrophie, on va dire, c'est, comme je disais, c'est l'augmentation, on va dire ce qu'on appelle la surcharge progressive par l'augmentation des poids qu'on utilise. Et ce temps sous tension, sous étirement, qu'est-ce que tu conseilles justement à tes pratiquants? Tu vas leur dire d'aller le chercher, de le doser un peu au fil des séances? C'est quoi ta philosophie un petit peu dessus? Ouais, alors, de ce qui ressort globalement des études, ils font toujours des pincettes quand j'utilise ce mot étude, c'est qu'il faut un temps sous tension, que la série dure entre 30 et 60 secondes. Or, on s'aperçoit tous, en tant que pratiquants de musculation, quand on fait des séries classiques, que nos séries ne durent pas très longtemps. J'en ai encore eu la preuve il y a quelques jours, je me suis filmé à l'entraînement, une série de 10, j'étais à 22 secondes, quoi. Donc OK. j'étais en deçà du temps recommandé en moyenne. Ça ne veut pas dire que si ma série dure moins de 30 secondes, je ne prends pas de muscle. Ça ne veut pas dire que si elle dure plus, je ne prends pas de muscle. Ça veut dire qu'en théorie, c'est moins optimal. Donc en général, je conseille plutôt d'allonger les séries. Et je suis d'ailleurs connu pour recommander les séries longues, malgré moi, notamment via mon article Les séries longues pour prendre du muscle. Mais on a tendance à faire des séries trop courtes, en fait, pour prendre du muscle en comparaison de, des poids qu'on utilise. En fait, il y a un savant mélange, on va dire, entre le poids qu'on utilise et la durée de la série qui va impliquer des gains musculaires en proportion avec les progrès que tu fais sous les barres. Et souvent, c'est entre 30 et 60 secondes et on s'aperçoit que sur la plupart des exercices, on en est très loin, dominé par notre ego à vouloir toujours mettre plus. Et ça, quel que soit le groupe musculaire. Et j'ai envie de te dire que c'est plutôt par rapport au type d'exercice. Tu sais, quand tu fais, je reste sur l'exemple des pecs parce que ça parlera peut-être à beaucoup, tu fais des développés couchés, tu as les pectoraux, l'avant des épaules, les triceps. Je simplifie, qui participent. Or, en fonction de toi, de tes capacités de mouvement, de tes différentes longueurs musculaires et osseuses, tu vas avoir des préférences. Donc, par exemple, quand je fais du développé couché, moi, je prends pratiquement que dans les pecs. Que ce soit serré, prise large ou quoi, je prends dans les pecs. Maintenant, c'est une répartition. Ça peut vouloir dire que quand je fais développé couché, j'ai 80% qui va dans les pecs, 10% avant d'épaule et 10% triceps. Sur une série classique. Mais on sait que le recrutement musculaire, donc cette répartition, évolue au fil des répétitions, évolue en fonction de ta vitesse d'exécution, évolue en fonction de l'ordre des exercices dans la séance, évolue en fonction de ce que tu as fait aussi précédemment comme groupe musculaire, et évolue en fonction de ta fatigue, est-ce que tu as bien dormi, pas dormi, en fonction de comment tu as mangé. Bref, de nombreux facteurs. C'est pour ça que toutes les analyses EMG qui ont tendance à mesurer l'activité électrique du muscle en disant voilà, le développé décliné, c'est le mieux pour les pecs, ce qu'il y avait quand j'étais gamin dans les Muscle and Fitness, et qui peut être possiblement vrai pour beaucoup d'individus, en fait, n'est qu'une généralité. Et c'est pourquoi, je me perds dans les mots, c'est pourquoi je disais, sur le nombre de répétitions, en fait, j'ai plutôt tendance à dire de faire des séries plus courtes sur l'exercice polyarticulaire, parce qu'en général, quand tu es plutôt fait pour les pecs, je prends mon exemple, jusqu'à 8, 10, 12 répétitions, je reste dans les pecs, et plus la série s'allonge, plus le facteur limitant va devenir les triceps. Tu vois, plus à un moment, je vais avoir du mal à tendre le bras, et c'est plus le pec qui va me limiter. Et ça me fait penser à... J'ai souvent cet exemple-là qui me revient en tête. C'était un champion culturiste dans les années 80-90 qui s'appelait Blas Higueras, qui disait déjà ça dans les interviews du monde du muscle de Jean Texier, et qui disait que lui aussi, sur les exercices polyarticulaires, il limitait son nombre de répétitions, quitte à être en deçà un peu de ces 30 secondes de temps sous tension, mais pour ensuite sur l'exercice d'isolation où il y a moins de facteurs limitants. Tu vois bien, quand tu fais un curl, c'est le biceps qui te limite, à moins que tu danses, c'est le biceps. Donc là, tu peux allonger et aller chercher, on va dire, le spectre, l'autre spectre, on va dire, de ce temps sous tension, parce que tu peux pas y arriver sur les séries d'exercices polyarticulaires ou alors au détriment du recrutement musculaire.
L'équipe de 1000% prend soin de sa santé et c'est avec Lucie. C'est clairement un outil qui est à 1000% aligné avec nos visions. Comprendre son corps en profondeur pour mieux agir au quotidien. Avec Lucie, tu as un accès à une analyse ultra complète de ta santé. Plus de 110 biomarqueurs analysés répartis sur 11 grands systèmes du corps. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement une prise de sang, ils vont plus loin avec analyse urinaire, salivaire pour donner une vision vraiment globale. Il y a aussi une intelligence artificielle qui croise tes résultats, ton questionnaire de santé et même tes objets connectés. Si ça t'intéresse, tu peux aller directement sur leur site lucis.life et en plus de ça, tu bénéficies d'un code de réduction avec le code podcast1000. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et retour au podcast. Écouter des podcasts, c'est bien, mais vivre un événement, c'est encore mieux. L'équipe de 1000% a eu le plaisir de participer à l'édition 2025 à Lyon du Sommet d'Hypersanté. C'est l'événement référent sur la longévité. C'est vraiment une expérience à 1000% autour d'un objectif commun, vivre mieux et plus longtemps. On se donne rendez-vous au Sommet de l'Hypersanté en 2026. Juste pour revenir sur ce temps sous tension, justement, est-ce qu'on pourrait conseiller aux auditeurs, par exemple, de mettre plus léger et de vraiment maîtriser le mouvement sur toute l'amplitude, c'est-à-dire de vraiment freiner, maîtriser l'excentrique au maximum, pourquoi pas faire une petite phase d'isométrique et de remonter en contrôle. Est-ce que ça a du sens ou pas spécialement? Est-ce que des fois, il faut quand même, pour prendre du muscle, porter lourd, quitte à enlever peut-être un petit peu de technique dans le mouvement, mais y aller et mettre un peu d'intensité? Je pense qu'il y a une période pour tout. C'est aujourd'hui, sur le net, vous le savez aussi bien que moi, euh, beaucoup de personnes donnent des conseils, mais sans contexte. Si demain je débute la musculation, je mets un contexte, j'ai tout intérêt à effectivement apprendre à contrôler mes exercices. J'ai intérêt à automatiser mes exercices. Donc j'ai intérêt à ralentir ma phase négative, à faire peut-être une pause en bas du mouvement, à pousser en contrôle plutôt que d'exploser, voire même à faire une pause en haut du mouvement. Parce que j'ai besoin d'avoir le contrôle de mon corps. C'est tout ce qu'on appelle les premiers gains nerveux, la synchronisation intermusculaire, intramusculaire, réduire mon déficit de force. Cette phase, elle est obligatoire. Malheureusement, elle est rarement faite parce qu'on démarre la musculation sans être entraîné, à l'inverse des autres sports où quand tu commences le tennis, tu as un prof de tennis, tu fais du tennis de table, tu as un prof de tennis de table, tu fais du foot, tu as un entraîneur. Et là, en général, tu commences la musculation, tu es un peu tout seul. Euh, et donc, comme tu fais pas cette première phase, et je l'ai malheureusement souvent vu en préparation physique, quand j'étais un peu plus dans le kayak, en fait, tes mouvements restent toujours dégueulasses techniquement. Or, cette première phase, elle est indispensable. Ensuite, est-ce que tu as un intérêt à moins ralentir ta phase négative? Ça peut avoir du sens pour, on va dire, profiter de ce qu'on appelle les éléments élastiques du muscle. Il y a Hill, je crois que c'est dans les années 60, j'ai plus la date exacte, peut-être même avant, le schéma de Hill, qui montre, qu'un schéma un peu simplifié, que le muscle a des composants contractiles, donc on parlait d'actine, myosine, et puis des composants élastiques en série. Le plus connu, c'est la titine, et d'autres composants élastiques en parallèle, qui sont les tissus conjonctifs, grosso modo. Et donc ça, quand tu fais une phase excentrique rapide, en fait, tu vas emmagasiner plus rapidement de l'énergie élastique pour la restituer. C'est comme si tu tires fort sur un élastique, ça revient très vite. Ça peut avoir du sens à certains moments, pour passer des paliers, mais ça reste aussi beaucoup plus risqué que de contrôler tes mouvements. Donc, en pratique, moi, j'ai longtemps été un adepte quand j'étais plus jeune et peu sensible aux douleurs, à envoyer la sauce. Aujourd'hui, je dirais que dans une optique de longévité, tu as plutôt intérêt à contrôler un peu plus qu'un peu moins. Tu vois, j'ai plutôt ce truc dans tous les domaines. Mieux vaut en faire moins que trop, mieux vaut mettre un peu moins lourd que trop lourd, mieux vaut trop contrôler que pas assez, mieux vaut trop s'échauffer que pas assez. Parce que même si on souhaite progresser le plus rapidement possible, on sait très bien que les progrès, notamment quand tu es naturel et que tu veux te construire et pas te détruire, ça ne se fait que sur le moyen long terme, c'est-à-dire sur plusieurs mois, plusieurs années. Or, à vouloir être très explosif, déjà, tu perds en solidité, en gainage. On voit bien que si tu descends très vite, tu perds toute notion de gainage. Tu as intérêt à faire bloc sous les barres. Et d'autre part, en plus, si tu vas très vite, tu limites le travail musculaire au profit des éléments élastiques. J'allais dire au profit du réflexe myotatique, mais là, il faudrait aller très très vite. Donc, j'espère que ce n'est pas le cas de ceux qui nous écoutent. Et donc, je suis plutôt à recommander un débutant un peu un surcontrôle, quitte à mettre trop léger. Et ensuite, moins de contrôle, mais toujours un contrôle. Tu dois toujours dominer les charges que tu utilises. Pour moi, ça a de moins en moins de sens de tricher sur ces exercices. Et si tout le monde faisait ça, il y aurait déjà beaucoup moins de douleurs, de blessures et autres saloperies.
Oui, le bénéfice-risque d'utiliser le rebond est pas du tout intéressant sur le moyen à long terme. Ouais, bah, De... en fait, c'est pas du tout la. En fait, quand faut distinguer, je mets encore du contexte, la musculation pour prendre du muscle, d'un point de vue aussi longévité, et la musculation sportive. Oui, perf. Alex, avec tous ces posts que je vois, pourra le confirmer, mais en gros, la vitesse, c'est la dernière phase de la rééducation. Tu vois, faire des rebonds, faire des sauts, faire des sprints, c'est la dernière phase. Est-ce que tu as un intérêt, toi, en tant que pratiquant de musculation qui souhaite prendre du muscle, te renforcer ou mieux vieillir, à travailler cette phase de vitesse, sachant que c'est aussi la plus risquée d'un point de vue des lésions. On voit bien en sprint, on dit la meilleure façon de renforcer ses ischios, c'est de faire du sprint. C'est aussi la meilleure façon de se défoncer. Euh, alors tu peux t'y préparer de toutes les façons possibles et inimaginables. La blessure, il y a toujours une part de malchance aussi. Mais il n'empêche que, comme tu le dis Pierre, il y a un ratio bénéfice-risque qui me semble désavantageux pour la plupart des gens qui n'ont pas accès à un vrai bilan en amont de leur capacité de mouvement, de ce qu'ils peuvent faire ou pas, qui font peut-être des exercices qui ne leur correspondent pas, en plus on regarde leur morphoanatomie, en termes d'amplitude, et qui vont, s'ils accélèrent sur des phases négatives, complètement se défoncer. Ouais, faire attention et essayer justement d'éviter les blessures au maximum, hein. Tu le dis, hein, de peut-être en faire un petit peu moins que trop et aussi des fois de se demander si ce qu'on fait aujourd'hui, je serais capable de le faire dans 10 ans, je crois, tu dis régulièrement Ouais, dans les podcasts. bah ouais, parce qu'en en fait, je me rends compte que les années passent et en fait, ce qui passait avant sans douleur, en fait, là, je suis à une phase où quand je m'entraîne, j'ai rien et en fait, j'ai des douleurs un peu, tiens, des douleurs, des gènes à retard en fait. Alors, j'ai aussi le loisir de pouvoir y penser, vu que c'est mon travail en grande partie de m'entraîner, de tester des choses, tout ça. Mais dans cette phase où tu te dis bon, finalement, est-ce que ça vaut le coup d'en faire plus pour progresser, sachant que bon, je pense que l'être humain est en bonne partie programmé pour progresser, évoluer, voilà, en faire plus dans sa psyché, on va dire. Mais c'est vrai que c'est une question à se poser. C'est ce que je fais aujourd'hui, est-ce que je pourrais le faire dans 10 ans? Et quand tu te dis ça, ça te permet déjà de faire le tri sur les exercices que tu vas utiliser, sur les choses que tu fais et qui te provoquent peut-être des petites gênes où tu te dis bon, pourquoi c'est cette petite gêne? Est-ce que j'ai le temps ensuite, si tu trouves les causes, de la traiter? Parce qu'il y a aussi quel temps tu as pour t'occuper de tout ça. Euh, et derrière, qu'est-ce que je fais? Voilà, est-ce que je continue l'exercice ou pas? Et souvent, si tu peux pas le faire, tu te dis dans 10 ans, je pourrais pas le faire. Tu te dis bon, finalement, ça sert à rien de le faire, quoi. Avant qu'on rentre vraiment dans l'entraînement, juste 2 petites questions. Ta vision sur, les courbatures, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de la muscu ça. On se dit, «Si j'ai pas des courbatures le lendemain, c'est que j'ai fait une séance qui était, pas assez intéressante» et aussi en termes de congestion, est-ce que c'est des choses, qu'il faut, tout le temps retrouver à la fin des séances? Tu sais, pour juste avoir des petits, que les gens puissent, interpréter les signaux de leur corps, savoir si c'est positif ou négatif. Donc c'est quoi, c'est ton avis sur ces 2 thèmes? Comme tout le monde, surtout à mes débuts, pendant longtemps, j'étais content d'avoir des courbatures. Tu sais, tu es content, tu fais une séance, tu te dis: «Ah, excellent feedback de ma séance, j'ai des courbatures». Comme maintenant, on sait que les courbatures sont surtout dues, aux microdéchirures des tissus conjonctifs, je suis moins content. Je suis déjà moins content d'en avoir et si je pouvais ne pas en avoir, ça me ferait plaisir. Après les courbatures, heu, c'est un terme générique, tu vois? C'est comme, je dis: «J'ai mal au coude, j'ai mal à l'épaule». Ça veut pas dire grand chose. De quoi on parle exactement? Est-ce qu'on parle d'une courbature une courbature, moi, que j'appellerais de surétirement? Tu as utilisé trop d'amplitude par rapport à tes capacités et à tes longueurs musculaires et osseuses et dans ce cas-là, les jours qui suivent, toi, tu es limité en amplitude, tu sens que c'est pas bon ou c'est une courbature, on va dire un peu plaisante, qui est plus, au milieu du muscle et tu dis: «Bon, OK, j'ai un peu mal mais ça va». Donc déjà, de quelle courbature on parle? Heu donc, toutes ne se valent pas et ensuite, en termes, de congestion, moi je prends un peu le problème, je sais pas si c'est un problème, mais à l'envers, je dirais plutôt si un muscle ne congestionne pas quand tu l'entraînes, c'est que tu es peut-être pas en train de l'entraîner. Tu vois? C'est peut-être pas ce qu'il faut rechercher, mais pareil, c'est un feedback de du choix d'exercice, de ce que tu es en train de faire, de est-ce que je sollicite vraiment le muscle que je veux solliciter ou en fait, je suis en train de faire les pecs, mais je crois que je fais les pecs et en fait j'ai les épaules qui explosent. En fait, tu es en train de faire les épaules, ça veut dire. Peu importe que tu fasses, des développés pour les pecs, en fait, tu fais les épaules. On a eu la chance de recevoir Vincent Foulonneau qui nous a parlé d'angiogénèse Bien sûr. et qui proposait ça aux débutants et où je pense que ça peut être transposable aux plus avancés, intermédiaires avancés qui ont peut-être du mal à recruter une zone en particulier. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, des modalités et quand utiliser ça? Ouais, on sait que si tu regardes un peu le muscle,
de manière simplifiée. Il y a les composants contractiles, voilà, que tout le monde connaît, actine, myosine. Et tu as plein d'éléments non contractiles. Tu as les mitochondries. Donc, je reviens pas dessus. Peut-être que vous avez fait un podcast avec Sean ou pas, mais voilà. Oui, bien On a sûr. dû- Oui, c'est Il a bon, dû ça a en été parler, vu. voilà, Vous revue regardez web, les autres etc. podcasts, si vous aimez les mitochondries, vous aurez Voilà. ce qu'il vous faut. Mais il y a également des réserves de glycogène et puis il y a également des capillaires. Donc les capillaires, pour l'angiogénèse, la genèse de nouveaux capillaires, améliorer l'afflux sanguin. Et c'est quelque chose que les pratiquants de musculation classique ne font pas de travail spécifique pour développer ça. En fait, quand tu fais des séries classiques en musculation de 8-12 répétitions, ce qu'on appelle de la force endurance en préparation physique, en fait, tu mets surtout l'accent sur les fibres rapides, entre guillemets, sur les éléments contractiles. C'est surtout ça que tu vas développer. Or, quand tu as un point faible en musculation, tout le truc, c'est de réorienter ton recrutement musculaire. Et pour ce faire, il n'y a pas 15 000 solutions. Il y a comme l'apprentissage moteur, le recrutement d'un muscle est essentiellement nerveux, il faut que tu t'habitues à contracter ce muscle. Or, comme le dit très bien, je crois, Daniel Coyle dans son bouquin Le Talent Code, le talent, c'est la répétition. Autrement dit, tu dois habituer ton muscle à se contracter, à se contracter, à se contracter par des milliers de répétitions. C'est pas pour rien que les antécédents sportifs, comme j'en parle dans le tome 1 de la méthode Superphysique, en fait, c'est limite plus important ce que tu as fait quand tu es enfant et adolescent que tes longueurs osseuses et musculaires. Tu vas voir les plus mauvais leviers, tout ce que tu veux. Si tu as fait du vélo à crever quand tu étais gamin, il y a de fortes probabilités qu'après, tes quadriceps se développent comme par magie, ou presque. Donc, répéter, répéter, répéter. Et en fait, c'est cette répétition, parce que pour que tu fasses beaucoup de répétitions, tu vas devoir remettre léger, va également t'aider à développer, moi, ce que j'appelle ton cardio-musculaire, ta densité cardio-musculaire, c'est-à-dire tes capillaires et tes mitochondries. Tout ce dont on a besoin, par exemple, aujourd'hui dans l'Irox, toute cette endurance de force. Et ce qui n'est jamais travaillé en musculation, qui va se faire soit avec des séries très longues, répétées régulièrement, et je vais dire le plus possible, mais au début, allez-y doucement quand même pour pas trop en faire. Ça peut être également, je donne un exemple à la con, mais vous voulez prendre des quadriceps, vous avez du mal, vous faites du vélo, c'est des milliers de reps, des coups de pédale, vous allez congestionner. Donc tout ça va participer effectivement à l'angiogénèse et à une réorientation de votre recrutement musculaire via le système nerveux, parce que finalement, il y a un recrutement certes anatomique, mais le recrutement est essentiellement quand même nerveux, et ça ne peut passer que par la répétition de beaucoup, beaucoup, beaucoup de répétitions. Tu pourrais me donner peut-être un chiffre ou c'est vraiment trop difficile et trop dépendant de chacun? Tu sais, pour commencer, est-ce qu'on pourrait se donner une fourchette de, je sais pas, Ouais, 200, ouais. 300 à vide? Est-ce que c'est presque à vide avec un genre de manche à balai presque qu'on va refaire ou tu mets quand même une petite résistance? Tu sais, pour en faire quand même 300, 400 peut-être ou 500 voire 1000, moi, au bout d'un moment, tu mets même 2 kilos, je suis pas sûr que j'arrive à faire les 1000, hein. Ouais, je pense pas qu'il fasse ça. En fait, le problème, tu vois, c'est un peu. On en revient à ce ratio bénéfice-risque. Bien sûr. C'est. Il y a plusieurs façons de se blesser. En dehors des capacités, c'est soit j'en fais trop. Donc, soit j'en fais trop, je mets trop lourd. Et donc, bon, tes muscles se contractent et ça t'use prématurément. Ou soit je mets léger puis je fais plein de reps. J'en fais plein, 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 j'en fais trop. Et donc, je m'use aussi prématurément. Euh, J'avais fait un article, je crois, il y a longtemps sur les séries de 100 répétitions parce que c'était un peu populaire. Je sais plus qui avait démocratisé ça aux US dans les années 90-2000. Mais l'idée, c'est plutôt d'être régulier. Tu vois, je peux pas dire qu'il faut faire 1000 ou 500 reps. C'est que, en fait, tous les jours, tu dois en faire, quoi. Tous les jours, tu dois faire des répétitions, des répétitions. Je donne un exemple. Tu manques de pec, tu vas choisir un exercice d'isolation très léger. Vraiment, tu mets rien du tout. Et puis, tu vas t'appliquer à contracter. Voilà. Tu es là. Tu fais. Alors, je sais pas si tu fais 100 répétitions par jour. C'est déjà pas mal. Et j'ai même envie de dire, c'est un exemple que je prends souvent aussi en cours avec les futurs coachs en CQP, notamment celui auquel je participe avec ABD Formation. C'est qu'en fait, plus tu es vieux, plus tu as d'expérience aussi, plus en quelque sorte ton disque dur, ton système nerveux est saturé. Tu vois, quand tu es jeune, quand tu as 18 ans ou 20 ans, c'est comme si ton disque dur, imaginons tu as 1 Tera, il était rempli qu'à 300 gigas. Et donc tu dis, j'ai encore de la place. Maintenant, si tu as 40, 45, 50 ans et que tu veux développer tes pecs, ça a toujours été un point faible, c'est quelque chose de très important pour toi, tu as moins de place dans ton disque dur et ça va nécessiter beaucoup plus de répétitions, beaucoup plus de temps pour réorganiser ton recrutement nerveux. Donc, c'est pas qu'il y a une dose, c'est que, tu vois, moi, les épaules, c'était un truc pendant longtemps, j'en avais pas. Tout le monde dirait, tout le monde disait à l'époque, tu n'auras pas d'épaule. Et en fait, pendant des années, j'ai fait des séries de 100, des séries de 100, des séries de 100. Et j'étais content et j'aimais bien. Et puis maintenant, les épaules, c'est un gros point fort. Mais parce que quand j'avais 16, 17, 18 ans, 20 ans, je faisais, je sais pas, des centaines de reps chaque semaine.
Est-ce que tu trouves que ça c'est un avis, personnel, mais est-ce que tu trouves que le cardio justement du membre sup, il est pas trop sous-estimé? Même dans la vie générale, tu vois? C'est vrai quand on parle cardio, on voit, vélo, course à pied, encore il y a le rameur qui peut permettre un petit peu, là il y a le ski erg maintenant avec le crossfit justement qui commence à être mis en avant. Mais est-ce que justement c'est pas un bon compromis, tu vois? De faire travailler ce haut du corps dans un développement un peu plus endurant que dans de la force pure? Est-ce que ça a pas une logique aussi dans l'entraînement? Mais si, je suis tout à fait, d'accord avec toi. J'ai vu que Concept 2 sortait, tu sais, une sorte de poussée tirage avec le haut du corps où tu pouvais faire aussi presse à cuisse dessus. Je sais pas comment ils appellent ça, où tu peux, J'ai pas vu je sais pas, on ça. voit pas, tu pousses et tu peux tirer en même temps. Ils sont en train de sortir là. J'ai vu, voilà, donc ça peut avoir du sens, mais c'est vrai que le cardio, c'est toujours le bas du corps. Donc sur le bas du corps, c'est plus facile, entre guillemets, d'accumuler des répétitions, de développer plus de capillaires, de réorienter ton recrutement nerveux. Et c'est vrai que sur le haut, bah, tu vois, même quand tu fais du ski erg, en fonction de comment tu vas le faire, tu peux être plus grand dorsal, plus grand rond, plus triceps, plus biceps, et même un peu pec pour ceux qui sont pec comme moi. Mais c'est vrai que c'est complètement sous-estimé. Et c'est sûr qu'accumuler des milliers de répétitions avec le haut du corps, bah, ça a du sens. À titre d'exemple, tu vois, moi pareil sur le haut du corps, moi j'ai un ergomètre de kayak, donc où tu fais le geste du kayak, voilà, qui est chez moi. Bah, c'est sûr que ça, c'est que haut du corps pratiquement. Donc tu gonfles du haut, du haut, du haut, du haut, et bah, ça t'aide à développer, voilà, plus facilement le haut par la suite. Mais c'est vrai que je suis comme toi un peu pas, interloqué, mais c'est vrai qu'il y a pas grand-chose sur le haut. Il y a pas grand-chose sur le haut et en même temps, d'un point de vue cardio, bah, tu montes quand même beaucoup moins en fréquence cardiaque quand tu as que le haut. Tu vois, sur un ergomètre kayak, avant de monter à 120 ou 130 pulsations, faut quand même que j'envoie. Alors que quand tu cours, ah, tu es vite à 130-140 pulsations, en ayant l'impression de rien faire, musculairement. Mais après ouais, Ouais. vas-y Pierre. Vincent, il parlait d'une trentaine de répétitions, tu vois. J'ai essayé de le lancer sur la série de 100. Il a pas pris la série de 100. Mais donc la vérité se situe peut-être entre les deux. Ouais, je sais pas s'il y a une vérité, tu sais, ce qu'on sait, c'est qu'il faut en faire. Il faut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, 30 reps d'expérience, ça me paraît très, très peu. Tu vois, Hmm. alors après, Vincent, il bouffe des heures de cardio à basse intensité, donc il est marrant. Il fait des milliers de reps, le type. Donc forcément, Ouais, il Oui. dit 30 voilà. et en fait, il se fait des heures de Ben ouais, rameur. Hmm. exactement. Hmm. Exactement, il fait des heures de vélo et tout, donc il en fait des milliers de reps. Mais ce qui est sûr, c'est que plus t'es vieux, plus il faut que tu fasses de répétitions pour réorienter, si tu estimes que ça vaut le coup pour toi. Et à l'inverse, bah, si tu es jeune, tu as besoin de moins de répétitions parce que ton disque dur est un peu vierge. Donc après, tu sais, cette question des points faibles, pour moi, c'est un peu comme la morphoanatomie. C'est qu'au début, tu es jeune, tu penses avoir plein de points faibles. Tu as un pec plus gros que l'autre, tu as un plus gros que l'autre. Tu prends pas assez d'ici. Puis finalement, avec le recul, tu prends ce que la nature te donne. Tu essayes de la contrecarrer un petit peu, voilà, pour voir ce que tu peux faire. Mais à un moment, elle va se rappeler à toi. Si tu es fait pour prendre des triceps et des épaules et pas des pecs, bah, ok, tu vas faire beaucoup d'efforts pour avoir les pecs, mais est-ce que ce temps-là aurait pas été mieux dépensé ailleurs? C'est ce que disait Mike Menzer dans le tome 5 du guide pratique du bodybuilding, où il disait à l'époque, dans les années, je crois que c'est les années 90, il avait déjà arrêté sa carrière, il disait, tu te rends compte, quelqu'un, il disait ça à Jean Texier, quelqu'un qui aurait mis autant d'énergie à faire autre chose serait millionnaire, quoi. C'est sûr. Et tant qu'on est on en a parlé un petit peu du cardio, est-ce que tu vois un intérêt à justement faire de la zone 2 du cardio, pour, quelqu'un qui veut prendre du muscle? Souvent on parle de l'amélioration de la récupération. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as testé et que tu as mis en place dans ton quotidien maintenant? Bah, en fait, mon avis est un peu tronqué parce que quand j'ai commencé à mettre la musculation en second, je me suis mis à fond dans le kayak. Donc, année 2017-2018, j'ai commencé à faire beaucoup, 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 beaucoup de kayak. Ce qui fait que j'ai pas forcément senti l'amélioration de mes capacités de récupération parce que en musculation, j'étais beaucoup moins impliqué. Je cherchais beaucoup moins à progresser. Et après, à partir de 2020, je suis vraiment parti pratiquement full kayak avec plus qu'une ou deux séances de muscu par semaine. Et donc, j'ai pas un retour sur l'amélioration de mes capacités de récupération. Ce que je peux dire par contre, d'expérience, puisque je continue de, de coacher depuis 2006, euh, début, quand j'ai commencé à coacher, j'étais vraiment contre le cardio. Et en fait, à la fin, tu te retrouves à faire que de la muscu, comme des copains power qui faisaient de la force à l'époque, où en fait, tu fais une montée en vélo, tu as les cuisses carbonisées, tu peux plus, tu peux plus bouger, t'as aucun capillaire, tes mitochondries fonctionnent presque pas. Je caricature. Et pour moi, ça n'a pas trop de sens. Maintenant, la zone 2, le cardio à basse intensité, a quand même très peu d'impact.
si on y va mollo. Si on commence avec une séance de 20 minutes et puis on monte progressivement, peut-être jusqu'à 2 séances de 45 minutes, 1 heure, si on a le temps et l'envie, ne peut avoir que des bénéfices sur la pratique de la musculation. Certes, ça va améliorer tes capacités de récupération parce que ton cœur va descendre pour un même effort. Ça va améliorer ce qu'on disait tout à l'heure, l'angiogénèse au niveau local. Ça va améliorer donc ton système cardiovasculaire. Ça va améliorer ton système cardio-respiratoire, qui est rarement travaillé aussi. Donc, ça ne peut avoir que des avantages. Maintenant, c'est à mettre en relation aussi avec le temps que tu as à disposition et tes capacités de récupération qui dépendent grandement de ton hérédité, de ce que tu as fait quand tu étais enfant et de ce que tu as fait précédemment. Comme d'habitude, il faut être hyper progressif et souvent, on n'est pas assez progressif, mais j'en pense du bien. J'ai fait une partie pour mon pote Nicolas Vandel pour sa formation endurance pragmatique. J'ai fait toute la partie cardio pour les gens qui font de la muscu et c'est un peu mes conclusions à la fin. C'est de faire 2 séances de cardio à basse intensité en variant les modalités pour justement ne pas avoir toute angiogénèse sur le recrutement nerveux altéré que sur un groupe musculaire et réduire les contraintes parce que effectivement, je pense que ça peut grandement aider. Et tu vois, aujourd'hui, j'en parlais avec un de mes élèves là que j'ai eu récemment, qui voulait rajouter une séance de muscu, qu'en fait déjà 4. Je lui dis, peut-être qu'on a plus intérêt à rajouter une séance de cardio, vu que tu n'en fais pas. À mon avis, ça a plus de sens dans cette optique de longévité et même de développement musculaire futur. Ton rapport, ça serait quoi à peu près pour, par exemple, 3 séances de renfo? On rajoute 2 petites séances de cardio d'une demi-heure? Enfin, juste pour avoir une idée, si les gens, tu vois, nous écoutent et qui font que du renfo, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller, un minimum, tu vois, par exemple, s'ils veulent se lancer? Et déjà, en dehors des séances de cardio, c'est être actif. Tu vois, là, on fait un podcast 1h30, juste après, je vais aller, je vais bouger, je vais me mobiliser, je vais m'étirer. Ça, c'est le plus important. Parce que OK. tu peux pas compenser 10 heures sur une chaise avec 30 minutes de cardio. C'est mieux que rien, mais il faut savoir se lever, bouger, se mobiliser au moins, allez, j'allais dire toutes les heures et demie. Je sais que c'est pas facile à appliquer, mais c'est la base. Et en ce sens, c'est pour ça que le nombre de pas est devenu si populaire, de marcher, ce qui est à la base. Maintenant, en muscu, si le but, je mets du contexte, c'est de progresser au mieux, mon expérience m'amène à penser que 4 séances, c'est un peu l'idéal, c'est un peu le meilleur compromis. Et qu'autour, si tu arrives à faire 1 à 2 séances de cardio, c'est super. Dans le sens où si tu n'as que 3 séances par semaine et que ton objectif, c'est vraiment de prendre du muscle, je te dirais rajoute-en une 4e. Tu sais, c'est un peu comme si tu fais des sports d'endurance, tu fais de la course à pied, tu fais 3 séances par semaine. Est-ce que tu as un intérêt à rajouter une séance de renfo ou une 4e séance de course à pied? C'est à débat, tu vois, on peut en discuter, mais de ce que je comprends de la plupart des entraîneurs, ils vont te dire, mieux vaut que tu rajoutes une séance de course à pied. Ouais, Nicolas Vandel est unanime là-dessus. Te dire, s'il peut même te faire courir 4 fois dans la journée, 4 fois 10 minutes, j'exagère un petit peu, mais pas loin. Non, mais c'est un extrémiste, c'est un extrémiste, c'est pour ça. Oui, mais on l'aime. Il est entraîneur de foot aussi, c'est pour ça. Voilà. Eh ouais. Déjà, son avis est tronqué. Mais non, mais après, si tu es dans une optique, je mets un autre contexte, plus de renforcement musculaire et de longévité, pour moi, ça a même plus de sens de faire 2 séances de renfo et 2 séances de cardio, dont une à un peu haute intensité, une à basse intensité, et une séance haut, une séance bas du corps. Et là, pour la longévité, c'est ce qui me semble, tu vois, le mieux, c'est à 4 créneaux dans la semaine. Tu vois, donc il y a toujours un contexte à mettre pour dire qu'est-ce que je ferais pas. Mais c'est sûr que faire du cardio à basse intensité a énormément de sens. Et est-ce qu'on peut le faire après une séance de renfo ou pas? Tu vois? C'est vrai que les gens, des fois, ils vont 3 fois à la salle, par exemple, dans la semaine. Ils vont te dire: «Oui, mais j'ai pas le temps d'y aller une fois de plus, mais quand j'y suis, je peux faire une demi-heure de plus». Par exemple, j'ai fait ma séance pec, qu'est-ce que je fais? Je fais un peu de vélo derrière. Est-ce que ça a du sens pendant une demi-heure ou vaut mieux vraiment le faire en dehors de cette séance? Tu sais, l'entraînement, la répartition, c'est toujours une histoire de compromis. Pour nous tous, je pense pas qu'il y ait des professionnels qui nous écoutent. En fait, on a un temps limité pour s'entraîner. Tu sais, je sais pas, je vais à la salle, j'étais à la salle ce matin, je sais très bien qu'il faut que je finisse à telle heure. Alors, je peux gratter 10 minutes, mais voilà, c'est limité. Maintenant, tu peux essayer de faire au mieux avec tes contraintes. Si tu n'as pas d'autres dispos pour faire un peu de cardio à basse intensité, que tu n'as pas les moyens de t'acheter un petit vélo pour chez toi à 100 ou 150 euros, je sais pas, chez Decathlon par exemple, où voilà, il doit y avoir des premiers prix comme ça, ou un petit tapis, voilà, pour marcher, pour faire de la marche inclinée, pour courir, le mieux, ce sera d'en faire après ta séance. Alors après, si la séance est longue, rien t'empêche de t'alimenter un peu pendant, de prendre un peu de glucides, à l'instar des sports d'endurance. Tu te prends 20 ou 30 grammes de glucides, ça devrait suffire pour te faire pédaler tranquillement ensuite. Maintenant, si tu as le choix et que tu peux le faire en dehors, c'est mieux. On sait que c'est mieux. C'est toute l'histoire des interférences musculaires, où on sait que on peut pas tout développer à fond
en même temps, mais que si on laisse suffisamment de temps entre 2 séances, je crois que de mémoire c'est à peu près 6 heures, donc encore une fois c'est une grosse moyenne, bah, en fait, il y a pas trop de soucis sur les adaptations que tu vas avoir. Sauf pour la prise de muscle où là, on n'est vraiment pas tous égaux. Mais, c'est plus cette histoire, voilà, interférence. Si tu pas le choix, bah, tu fais après. Si tu as le choix et que tu peux laisser 6 heures, c'est mieux. Si tu peux le faire sur un jour où tu fais pas de muscu, c'est encore mieux. C'est comme les étirements, faut-il s'étirer ou pas? Bah, ça dépend si tu es raide comme un piquet, ou pas. Et quand est-ce que je m'étire? Bah, déjà, étire-toi et on verra après le timing, quoi. Ça Ça. recoupe ce que disait Fabrice Kuhn sur l'entraînement et les interférences entre le travail en hypertrophie et le travail d'endurance. Ça recoupe complètement ce que tu dis, qu'il fallait, limite lui il disait, bon, vous faites votre cardio le matin et l'après-midi, vous faites votre séance de renfo pour qu'il y ait le moins d'interférences possible entre les deux. Bah, Parce ouais, que parce que le quand tu travail fais d'endurance va bloquer le mTOR, je crois. Ouais. Euh, ouais, bah, ça va bloquer partiellement, tu sais? C'est jamais, tu sais? C'est on comme, s'entend, on s'entend. c'est pas 0 ou 1, c'est juste, bon. Bah, en fait, tu priorises en mettant ce qui est le plus important pour toi quand tu as le plus d'énergie. Et mais Fabrice a écrit 2 super livres justement, Sciences de l'endurance, tome Oui. 1 et tome 2. À chaque fois, je les recommande. Ils sont vraiment super, ces 2 bouquins-là. S'il y en a qui nous écoutent, qui sont intéressés par Oui. l'entraînement en endurance et tout, ils sont vraiment top. Et allez Ouais, écouter le podcast qu'on a fait avec Fabrice, c'est une perle. Ouais, il est très, très, très gentil, Fabrice, on le salue. Peut-être rentrer un petit peu plus dans l'entraînement, vraiment. On parle aussi, c'est marrant parce qu'il y a un petit peu ce parallèle entre l'endurance et le renfo. Ben justement, on a eu la chance aussi de recevoir Blaise Dubois de la clinique du coureur. Et lui, ce qu'il conseillait pour éviter les blessures, justement, donc plus dans un développement, on va dire, santé, pour justement enclencher des adaptations progressivement, il conseillait plus d'avoir un stress limite quotidien avec des petits efforts en course à pied plutôt que de courir, tu vois, il conseillait plutôt de courir donc tous les jours, allez, on va dire, 2 à 3 kilomètres plutôt que de courir comme on l'entend 3 fois par semaine avec un jour de repos et un jour où on va courir. Toi, qu'est-ce que tu conseilles justement d'avoir plus de fréquence pour un débutant? On va parler et après on parlera pour le confirmer. Pour un débutant même avancé, hein, est-ce que tu conseillerais de mettre plus de fréquence si possible avec des petites séances ou au contraire plus de privilégier, 3 séances dans la semaine, mais par contre 3 bonnes séances où on pourrait, bien s'envoyer? J'ai le bouquin qui est juste là, là. Regarde, on voit mon pouce, tu vois? Il est juste là, la La bible, clinique du coureur. exactement. Il est juste là. Heu Bah, moi, j'ai testé un peu tous ces protocoles, de faire quotidiennement. Le problème, c'est quand tu fais quotidiennement, bah, en fait, tu as plus le temps de faire le reste, quoi. Si tu cours tous les jours, quand est-ce que tu trouves le temps d'aller, faire une séance de musculation ou, en plus, là, c'est la course à pied, de faire du vélo ou de faire du rameur ou de faire du ski ou bref, de faire autre chose. Donc déjà, d'un point de vue pratique, c'est un peu chiant. Surtout que, je sais pas vous, mais moi, j'ai pas envie de courir tous les jours déjà. C'est pas j'aime bien courir, mais j'ai pas envie de courir tous les jours quand même. Et heu et donc en ce sens, encore une fois, c'est une question d'adaptation par rapport à tes disponibilités. On n'est pas dans un monde où, on a, full, time, on a tout le temps qu'on veut pour faire, des activités. Tu vois, quand tu me parles de 3 séances de muscu ou de renfo, elles ont pas besoin d'être, volumineuses, tu vois? Ça peut être 3 fois 45 minutes, 3 fois 50 minutes, ce qui est à peu près, la durée d'un footing, de quelqu'un, une fois qu'il a dépassé un peu le stade débutant et ce qui est déjà une bonne fréquence. Moi, j'en reviens toujours à cette histoire de mieux vaut en faire moins souvent que trop souvent dans cette optique de longévité. On a tendance à sous-estimer le temps que durent les effets bénéfiques d'une séance de sport. Dans le sens où, bah voilà, quand t'es gamin, quand j'étais gamin, je disais, putain, si je loupe une séance, je vais pas progresser. Aujourd'hui, je vois bien que si je fais 2 séances haut, une séance bas en muscu, si je saute une séance haut du corps, la semaine d'après, ça change rien. Et même si je saute une semaine, ça change absolument les effets positifs restent beaucoup plus longtemps. Vas-y Alex. Non, je disais juste pour reparler sur ce sujet-là, toi tu parles de 3 séances de 45 minutes, mais lui en fait ce qu'il dit c'est plutôt que de faire, Ouais, lui ouais. quand il dit 5 séances, c'est pas 5 séances de 45 minutes, Ouais, ce serait c'est plus un 5 5 de 5 séances de 20 ou 5 ou de de 10 30. minutes, tu vois? Et en fait ça serait presque le même temps, mais réparti avec plus de Bien fréquence. sûr. Ouais, ouais, bien sûr, mais je vois exactement, j'ai bien écouté Blaise Dubois aussi, de nombreuses fois et je trouve toujours intéressant en plus, tout ce travail avec la clinique du coureur, hein, qui, c'est un des premiers bouquins que je conseille justement quand les mecs, viennent pour être, futurs coachs en disant: «Voilà, prenez ça, c'est vraiment les bases des bases» et en plus, le bouquin est bien avec beaucoup de trucs sur, beaucoup d'autres experts qui interviennent comme, Mais Guillaume Millet, et Cam est-ce Knox et cetera. et ouais, Vertou aussi. Est-ce que donc je me permets de rebondir encore dessus, mais est-ce que tu le conseillerais presque ce mécanisme sur de la musculation pour un débutant ou non, tu dirais plus va 3 fois par semaine, vas-y doucement, fais des petites séances pour commencer et après on augmente le volume?
Non, moi je partirais plus sur trois séances, dans le sens où, en fait, rien que le temps d'aller à la salle pour la perdre. Alors, si tu entraînes chez toi, tu gagnes un peu de temps, mais rien que le temps d'aller à la salle, ensuite de t'échauffer, parce que c'est pas comme la course à pied, où tu débutes, voilà. Là, tu vas t'échauffer, tu vas faire plusieurs exercices, tu vas pas faire une séance de 10, 15, 20 minutes. Tu vois, c'est très très rare. Alors, bien sûr, tu peux, si tu es vraiment pratiquant de sport d'endurance et que tu veux juste te renforcer légèrement, mais sinon, en fait, non, moi je serais plus sur 3 fois. Et déjà, si tu répètes 3 fois les mêmes exercices, ce qu'on appelle un full body en musculation, bah, c'est déjà très bien. Le tout, c'est que moi je suis pas trop de cet avis-là, en tout cas de mon expérience personnelle, de courir tous les jours et de se dire, bah, mon corps s'adapte. À chaque fois que j'ai fait ça, j'ai bien vu que même en courant 10, 15, 20 minutes, à un moment, je sentais que mes articulations n'aimaient pas trop, quoi. Tu vois, il y avait un bouquin comme ça en musculation qui s'appelait Big, au-delà du possible, de Tom Platz et Léo Costa. C'est un petit bouquin rouge, tu le lis, tu as envie de t'entraîner tous les jours, 2 fois par jour. Il se basait un peu sur l'entraînement des haltérophiles bulgares dans les années 80, où il disait, bah, les mecs font que des séances de 30 minutes, mais ils en font 4 dans la journée. En disant, bah, vous avez vu, ils récupèrent bien les types. Bon, il ne parlait pas de dopage, évidemment. Et on avait tous essayé à l'époque sur les forums avant Superphysique, Smart Weight Training, ce truc-là. En fait, bah, tu régulais l'intensité forcément, et puis tu faisais moins de volume. Tu vois, tu faisais qu'un exo biceps au lieu d'en faire 3. Pareil, je simplifie. Et en fait, on s'est tous aperçus au bout de 2-3 semaines, on avait mal partout. En fait, il n'y avait pas assez de récupération articulaire tendineuse. Je crois que j'ai encore lu ce matin que tu vois le tendon mettait plusieurs semaines, tu vois, à s'adapter. Donc moi, je suis plutôt d'avis, même si c'est bien de mettre des contraintes pour que ça s'adapte, il n'empêche que souvent on a du mal à doser quand même l'intensité en musculation pour que ce soit suffisamment faible pour que ce soit répété tous les jours. Tu vois, on parlait des courbatures. Un débutant, il va faire du développé couché, il va avoir des courbatures au pec, peu importe le poids qu'il met, parce qu'il n'est pas l'habitude d'être étiré, d'avoir ses fascias dans ces positions-là. Pareil, si tu fais un squat, t'en fais jamais. Je sais pas, moi je donne souvent cet exemple-là. Ma mère, un jour, je lui ai fait faire 10 squats. Elle devait avoir dans la cinquantaine à l'époque. Elle a eu des courbatures de chien, tu vois. Et pourtant, 10 squats, c'est une dose, entre sportifs, on dit bah, c'est une dose ridicule. Mais pour certains, c'est déjà énorme, tu vois. Donc, je suis pas trop pour fréquence, même si c'est assez populaire en musculation parfois. Mais voilà, si tu es sur un débutant, si tu veux dire 3 full body par semaine, c'est déjà pas mal. Pierre? On y vient à fréquence versus volume. Comment se placer là-dessus? Quel serait le volume optimal à avoir sur la semaine par groupe musculaire? Est-ce qu'il y a une fourchette idéale? Il y a quand même des choses qu'on entend. Est-ce que ce serait entre 10 et 20 séries par groupe musculaire par semaine? Est-ce que ça, c'est optimal ou pas? Et la fréquence, est-ce qu'il faudrait s'entraîner 2-3 fois par semaine un groupe musculaire? Ou est-ce que si on arrive à le faire 1 fois par semaine, ça suffit? C'est quoi ton positionnement? Ouais, c'est une question dont on peut débattre des heures. Je vais remettre du contexte. La plupart des gens n'ont pas le temps d'entraîner chaque groupe musculaire 2 fois par semaine. Sauf si tu débutes. Mais pour ceux qui ont déjà un très bon niveau, le temps de bien t'échauffer, de monter à ton poids de travail, de faire tes séries, de prendre ton temps de récupération, qui va devenir de plus en plus long à mesure que tu progresses et que tu veux prendre du muscle, fait que, en fait, tu peux pas avoir une super grande fréquence. En plus, il faut qu'on s'entende sur c'est quoi une répétition, c'est quoi une série. Euh, Là, comme je vois beaucoup de futurs coachs sportifs et que je les vois s'entraîner, quand ils sont à Paris ou quand ils sont ici à Annecy, on fait pas les mêmes séries. Il y a des personnes pour qui une série de musculation, ils ont l'impression d'être à fond. Moi, je les vois, je me dis, bah, c'est même pas ma série d'échauffement. À l'inverse, des fois, je fais une série, j'ai l'impression de pas avoir forcé. Je regarde la vidéo parce que souvent je filme pour voir ce que je fais, voir si ça ressemble bien à ce que je pense faire. Et je me dis, ah putain, t'as forcé comme un fou. Alors que pour moi, non. Donc déjà, tu vois, quelle série tu fais va impliquer un volume d'entraînement différent et une fréquence d'entraînement différente. Pour moi, c'est plus un triptyque entre fréquence, volume, intensité. Intensité dans le sens comment je force. Parce que plus je force, moins je peux le répéter souvent. Tu vois, on prenait l'exemple de la course à pied, là avec la clinique du coureur. Si tu fais une séance, je sais pas, tu fais une séance VMA, PMA, tu te dépouilles, tu respectes pas ta VMA, tu vas encore plus vite parce que tu crois que c'est mieux d'aller plus vite, bah tu vas pas la faire tous les jours, hein. Voilà, tu te dis bien, j'ai pas envie d'y retourner, je veux pas y aller, ou tu te fais une séance au seuil, comme on dit, tu te fais 3 fois 15 minutes au seuil, tu y retournes pas le lendemain. Mais en muscu, c'est un peu pareil. C'est plus je force, moins je peux le faire souvent de manière intense. Ça veut pas dire que tu peux pas le lendemain faire du léger, remettre des légères contraintes pour accélérer ta récupération, pour remettre ton corps en mouvement, parce que la récupération, plus les années passent et moins elle se fait, on va dire, de manière linéaire. Plus il faut s'aider à la récupérer.
Donc, en ce sens, pour moi, il n'y a pas trop de débat. C'est qu'est-ce que tu fais exactement? Parce qu'on a tendance à dire, ouais, tu fais 10 répétitions, mais 10 répétitions, ça ne veut pas dire grand-chose. Tu vois, moi, je suis habitué à coacher et je fais noter à mes élèves en coaching à distance le RPE, une note, et souvent, je fais filmer. Et ben, on n'a pas tous la même définition d'un RPE 7 ou 8. Donc, si tu es RPE 4, ben moi, RPE 4, je peux en faire tous les jours. Tu vois, ça ne me gêne pas. Si au lieu de faire des séries de 10 à 100 au développé couché, je fais des séries de 10 à 70, bah, je peux faire tous les jours. Ça va pas. Maintenant, on sait tous qu'au bout d'un moment, il va falloir augmenter l'intensité, au moins sur une séance par semaine. En gros, si on se base un peu sur la répartition polarisée, même en endurance, qui pourrait être utilisée en muscu. En power, c'est un peu ça qui est utilisé. On fait une séance sur 3 ou 4 un peu difficile et le reste, c'est que de la technique légère. Mon compatriote Clément pourrait longuement vous en parler. En fait, à un moment, quand tu forces, tu vois bien que tu peux pas répéter souvent, quoi. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai plutôt tendance à minimiser la fréquence parce que tu as tellement de choses à travailler. En plus, on s'en rend compte en termes de renforcement musculaire. Tu vois, ok, tu fais les pecs, ok, tu fais le dos, mais globalement, quand est-ce que tu travailles, on va dire, tes avant-bras? Quand est-ce que tu travailles les muscles de ton cou? Tu vois, quand est-ce que tu vas travailler tes mollets? Tout le monde dit, j'ai pas de mollets. Ah ouais, mais en fait, tu les travailles pas, tes mollets. Ou quand est-ce que tu vas travailler ta mobilité aussi? Tu vois, on parle de longévité. Quand est-ce que tu vas travailler ta rotation externe, ta rotation interne d'épaule ou de hanche? Quand est-ce que tu vas le faire? Et en fait, il y a tellement de choses à travailler qui sont importantes avec les années et en fonction du bilan, comme on disait qu'on fait, que moi, j'ai plutôt tendance à dire mieux vaut qu'on en fasse un peu moins en termes de fréquence de sollicitation. Tu vois, une fois tous les 6 jours, tous les 7 jours. Voilà, on peut caricaturer comme ça une fois par semaine et dire, bah voilà, comme ça tous les jours. Et encore une fois, il faut avoir le temps. Tu peux faire un truc différent. Tu peux faire un truc différent qui va t'aider à avoir une meilleure longévité. Parce que si tu veux tout faire 2 ou 3 fois par semaine, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui vont passer à la trappe. Tu vois, déjà, la plupart des gens ne s'échauffent pas. La plupart des gens ne font pas de retour au calme. La plupart des gens ne font pas d'isométrie. Rien que pour se gainer, apprendre à se gainer, à supporter des tensions. Il y a tellement de choses à faire que voilà, moi, j'ai plutôt tendance à minimiser la fréquence au détriment, on va dire, du volume et de l'intensité. Et quand je dis volume, c'est pas que le volume, le nombre de séries par exercice, mais ceci le nombre d'exercices pour avoir un renforcement, on va dire, plus global et un développement plus global en fonction de savoir si c'est un muscle à angle ou pas. Mais pour moi, c'est des faux débats parce que ça dépend encore une fois d'un contexte. C'est sûr que quand tu es jeune, tu sens pas tout ça. Donc, tu dis, j'en fais plein, bien sûr. Et après, quand tu dis mieux vaut en faire un peu moins que trop pour durer, pour pouvoir le faire encore dans 10 ans. C'est plus comme ça que je vois les choses aujourd'hui. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Il y a un code en description. Retour au podcast. Vas-y, Pierre. Et pour rentrer sur le concret, là on t'écoute, je me dis d'accord, je vais faire une séance push, une séance pull et une séance legs dans ma semaine, et peut-être un rappel full body, je sais pas. Par exemple. Voilà, ce serait le format, comme ça je suis sur mes 4. Donc en fait, je vais mettre une séance avec beaucoup de volume sur moins d'exercices, une grosse séance push, mettons. Combien d'exercices push est-ce qu'il faudrait que je mette dans ma séance pour que le volume soit satisfaisant, selon toi? Tu vas me dire ça dépend. Non, mais en général, je peux te dire ce que j'enseigne aux élèves en CQP et en BPGEPS. En gros, ça dépend du temps que tu as dans ta séance. Tu vois, si tu as 1 heure de séance, tu as déjà 10-15 minutes qui sont incompressibles, qui sont l'échauffement. Voilà, tu as déjà ça qui est incompressible. Donc, il te reste 45 minutes. En 45 minutes, en fonction de ton niveau, on va prendre ton niveau, Pierre, tu n'es pas débutant. Tu vois, si ta séance, elle dure 1 heure, il te reste 45 minutes, tu vas faire quoi? Tu vas faire 2 exercices pecs, un ou 2 épaules et un triceps. Voilà, tu vas faire 5 exos. Tu vas faire 5 exos et tu n'as pas fait les abdos. Tu n'as pas fait les abdos et ton retour au calme est un peu tendancieux. Donc, tu vois, maintenant, si tu as 1h30, tu vas peut-être faire 6 exos, tu vois, plus les abdos. Ou tu vas faire 3 pecs, 1 épaule, 2 triceps, ou 2 pecs, 2 épaules, 2 triceps, en fonction de ce sur quoi tu veux mettre l'accent. Mais en fait, pour moi, ça, c'est pas du gros volume, tu vois. Pour moi, le push-pull leg, le PPL, c'est un peu un entre-deux, tu vois. C'est un peu l'étape entre le half body et le split, qui est une façon d'organiser son entraînement. Moi, je préfère faire, si j'ai le choix, entre passer du half body au split, et encore, le split ne s'entend que pour ceux qui veulent vraiment prendre du muscle majoritairement, j'ai plutôt tendance à faire les agonistes-antagonistes, tu vois. Tu fais un pec dos, tu fais un épaule, biceps, triceps, et puis tu fais un cuisse.
Et voilà, je vois plus ça comme ça dans une optique de santé. Comme ça, tu es sûr de faire autant de poussées que de tirage. Tu es sûr sur le bas de faire autant de chaînes postérieures que de chaînes antérieures parce que souvent, c'est pas ce qui se passe. Donc, c'est plus comme ça que je vois les choses. C'est le temps que tu as à disposition. Mais de toute façon, concrètement, pour la plupart d'entre nous, on arrive tous un peu aux mêmes conclusions. C'est qu'après 5-6 exercices, de toute façon, tu n'as plus de jus, quoi. À un moment, tu es rincé, quoi. Donc, t'as pas trop le choix. Et donc, à mesure que tu progresses, j'ai même envie de dire que tu supportes de moins en moins de volume parce que tu montes l'intensité. Donc, voilà. Et le nombre de séries par exo pour se positionner? Bah, ça va dépendre. Tu vois, il y a plusieurs façons. C'est un des trucs que j'explique pas mal dans la formation super physique sur méthodesp.rudicoya.com. C'est que plus tu vas progresser et plus tu dois tenir compte de ton caractère, c'est-à-dire ta façon d'être. Il y a des gens qui sont plus ou moins explosifs, d'autres qui sont plus ou moins, on va dire, endurants, pour être sympa. Souvent, je dis mollasson, mais endurant. Et donc, ce nombre de séries est déterminé beaucoup pour moi par ta psychologie, tu vois, et ta capacité à résister. Si tu es quelqu'un de très explosif, tu vois bien que tu peux supporter moins de séries, même si tu contrôles tes mouvements, tout ça. Comme normalement, on va dire que ton caractère, ton explosivité est relié à ton pourcentage de fibres rapides vs lentes, tu es plus facilement fatigable. Donc, tu vas tolérer moins de volume. Alors, bien sûr, il y a des tests qui existent. Moi, je suis pas trop pour les tests de terrain parce que la répartition de type de fibres peut varier pour tous les muscles. Mais il n'empêche que, tu vois, moi, si je fais les pecs, je sens que je suis explosif. Voilà. Donc, je vais tolérer moins de volume. C'est sûr que je vais pouvoir tolérer moins de volume. Donc, je vais peut-être faire entre 2-3 séries par exercice. Souvent, 3 séries est une bonne moyenne. Maintenant, à l'inverse, si je suis plutôt un type résistant, endurant, je vais sentir qu'après 3 séries, j'ai encore du jus. Je vais me dire, même si j'ai augmenté l'intensité, j'aurai plus de difficultés à être explosif, à me vider nerveusement, à avoir ce qu'on appelle un empiètement sur la force important, l'INROAD. Et dans ce cas-là, peut-être que 4 séries me conviendront mieux. Personnellement, j'ai essayé plein de trucs un peu comme ça et j'ai eu le loisir d'avoir plein de cobayes depuis 20 ans pour tout tester. Et c'est vrai qu'on est toujours entre 3 et 4 séries par exercice, à moins d'adopter un entraînement différent pour tester, de faire des EMOM ou des trucs comme ça, ou des AMRAP. En fait, tu étais souvent sur 3 à 4 séries en fonction de ton caractère et ça varie pas beaucoup plus que ça. Des fois, tu peux faire que 2 séries parce que tu vois que tu n'as plus de jus. Mais ça aussi, c'est un truc, quand tu es pratiquant confirmé, je remets du contexte, que tu vas adapter à la séance. Mon pote Romain Cachavenda, qui est dans la préparation physique et qui donne des cours dans mon CQP, qui est très orienté sur les lancers, lui, il a tendance à ne pas définir en amont le nombre de séries que la personne va faire. Il marche beaucoup avec la VBT, la mesure de la vitesse, et il va te dire, voilà, tant que tu es à cette vitesse-là de déplacement, on continue. Dès que tu passes en dessous, on arrête. C'est que nerveusement, tu es à plat. Donc, encore une fois, en fonction de ton niveau, voilà. Mais si tu dois démarrer par quelque chose, 3 ou 4 séries me semble le bon compromis. Et toujours mais bien sûr, chacun a sa notion de l'échec musculaire, mais toujours, aller flirter un peu avec cette zone-là? Pas forcément. Tu vois, il explique bien dans le bouquin de la clinique du coureur, et c'est pour ça que j'ai bien aimé le bouquin. Tu as 2 parties. Tu as la partie sur la théorie de la chasse d'eau de Guillaume Millet, Mmh. et tu as la théorie sur le gouverneur central de Tim Noakes, qui est la plus vieille théorie que j'ai entendue. L'échec musculaire, c'est un truc qui n'existe pas vraiment. En Oui, bien fait, sûr. notre corps met en place des limitations pour globalement nous protéger. On a les organes tendineux de Golgi qui ne laissent pas tout passer. On a plein de notre corps, je dis souvent, c'est un ensemble de récepteurs et il y a plein d'inhibitions qui se mettent en place pour pas nous laisser utiliser notre force. On Je parle crois d'un déficit. je crois que Vas-y. dans le livre, pour résumer pour les auditeurs, je crois qu'il parle justement de l'exemple de l'ours, c'est-à-dire c'est un coureur qui en peut plus, il a un ultra trail, il a plus d'énergie, il arrive plus à avancer et en fait, d'un coup, il y a un ours qui est là et en fait, il part en sprint parce qu'il y a toujours cette réserve d'énergie qui est disponible. C'est ce que tu es en train de dire aussi avec l'échec Bien musculaire. sûr. Bien sûr, parce qu'en fait, tes muscles, comme je te l'ai dit tout à l'heure avec l'électrostimulation, en fait, ils sont pas fatigués. Ils ont pas grand-chose. Ils sont presque comme neufs, tu as plein de fibres que tu n'as pas utilisées. Tes réserves de glycogène, tu as des stocks, mais à crever. Ta réserve d'oxygène, c'est pareil. En fait, à chaque fois, on croit qu'on est mort. Et c'est pour ça que, un bon exemple, c'est tu fais une course longue distance, un semi-marathon, un marathon. Pendant la course, tu vas dire, putain, j'ai plus de jus, j'ai plus rien. Et puis le dernier kilomètre, comme par hasard, c'est le plus rapide. Tu vois. Parce que tu es proche de la ligne. Donc on voit bien qu'il y a plein d'inhibitions qui sont en place. Moi, j'ai plutôt tendance à programmer la progression. Tu vois, dans le sens où on n'est pas pressé de progresser. Je vise plutôt le moyen et long terme. Et ça signifie que si demain tu fais 3 séries 10 à 60 kg avec 2 minutes de récupération et que c'est facile, la fois d'après, je vais dire on fait 3 x 10 à 61. Je vais plutôt réguler cette vitesse de progression
pour que ça reste facile, parce que je sais que plus tu vas forcer, plus, entre guillemets, tu vas mettre ton corps sous la contrainte. Plus tu vas le brusquer. Moi, je suis plutôt, avec les années, partisan de faire équipe avec son corps plutôt que d'essayer de brusquer son corps. Parce que je sais que brusquer son corps, ça peut marcher sur le court terme, mais à long terme, ça peut pas fonctionner. Donc, je suis plus vraiment pour cette progressivité. Si tu peux progresser sans forcer à fond, eh ben, c'est bien. Parce que tu vas mieux récupérer, ton système immunitaire sera mieux, tu vas moins perturber ton système hormonal, même tes fascias vont mieux récupérer. Euh, Maintenant, on sait tous qu'à un moment, bah voilà, tu dois forcer de plus en plus. Mais parfois, on met la charrue un peu avant les bœufs en disant plus je force, plus je vais progresser. C'est pas souvent le cas et on le voit dans tous les sports. C'est pas plus tu forces, plus tu progresses. Sinon, tous les jours, tu te mettrais tarif en course à pied ou en vélo. Et c'est pas du tout ce qui est fait. Si on s'inspire des autres sports et de la planification générale, on voit bien que tu n'as surtout pas intérêt à être à fond tous les jours, à te brusquer. Et c'est comme ça que j'utilise c'est ce que moi j'appelle les cycles de progression, où je vais programmer à la séance les objectifs de la personne en fonction de ce qu'elle a fait, de son ressenti, des vidéos que je vois. Ce qu'on a mis aussi en place dans l'application SP Training. Pour ceux qui veulent pas être coachés, il y a tout un algorithme qu'on a pensé pour te dire, voilà, comment progresser. Et moi, je suis pas trop pour la plupart des individus. Je mets du contexte s'ils sont débutants plus ou intermédiaires moins, pour auto-réguler son entraînement. Pour dire, voilà, je suis en forme, je mets plus, je suis pas en forme, je mets moins. Je pense que quand tu as ce niveau un peu débutant plus ou intermédiaire moins, qui correspond en gros à je sais pas, un 10 à 70, 10 à 80 au développé couché, pour faire grosso modo une moyenne, en fait, je suis plus pour suivre le plan. Alors après, par contre, quand tu es un pratiquant avancé et pour qui les gains sont très marginaux, ouais, auto-réguler son entraînement, ça a du sens en fonction de ta forme du jour. Mais avant ça, ça me paraît un peu surévalué. Et justement, est-ce que tu peux nous donner, c'est quoi? C'est une application que tu as, c'est ça? On mettra le Ouais, lien en bas justement de l'appli. Est-ce que tu pourrais nous donner deux trois, je vais pas dire secrets, mais deux trois astuces justement? Parce que j'imagine que tu progresses pas de la même façon, par exemple au bras qu'au pec et qu'aux bien jambes, sûr. tu vois? Est-ce qu'on a tu vois, en course à pied, on dit souvent ce 10 d'augmentation du volume pour redonner le parallèle. Est-ce qu'il y a pareil, il y a une loi sur la musculation en fonction du corps musculaire? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait instaurer dans nos entraînements? Alors, j'ai plus de l'empirisme Ouais, de mais l'expérience c'est le à te but aussi. partager. C'est parfait. Heu, moi, ce que j'aime bien faire pour la plupart des individus, heu, encore une fois, je prends le contexte, débutant plus, intermédiaire moins. En fait, c'est sur l'exercice polyarticulaire, c'est plutôt de jouer sur le poids. C'est pas un pourcentage, mais si tu as la possibilité de monter, par exemple, au développé couché de 1 kg en 1 kg, tu vois, chaque semaine ou sur un exercice de rowing ou de traction, pour moi, c'est l'idéal. Parce que le poids va te permettre, alors sans mettre trop lourd, en mettant le juste poids, mais en fait, de développer de mieux en mieux ta coordination. Quand tu as plein d'articulations en jeu, de muscles en jeu, c'est un peu l'enjeu, c'est de rapidement, je dis rapidement entre guillemets, développer ta coordination, ta synchronisation, comme on en a parlé. Sur les exercices monoarticulaires d'isolation, où les poids sont en plus très légers, tu peux pas monter le poids rapidement. Parce que si tu fais des élévations latérales à 4 kg et que tu passes à 5, c'est 20 ou 25% d'augmentation, ce qui est énorme, tu vois, ce qui est monstrueux. Et donc c'est pour ça que je passe plutôt par le nombre de répétitions. Et que je vais pas hésiter, tu vois, si la personne est passée de 4 à 5, à monter jusqu'à 20 répétitions, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à faire monter un peu plus pour pouvoir, quand je passe à 5 kilos, pouvoir redémarrer peut-être en série de 10 sans que ce soit trop lourd. Si la personne n'a accès qu'à des 6 kilos et qu'elle ne veut pas acheter des lestes de cheville à Decathlon, voilà, moi souvent je fais acheter ça à mes élèves. Si elle ne veut pas acheter des lestes, dans ce cas-là, et qu'elle peut passer que de 4 à 6 kilos à la salle où elle est, je vais faire monter encore plus haut en répétition avant d'utiliser les 6 kilos en série plus courte et de remonter en nombre de répétitions. Donc tu vois, il y a deux façons de faire qui sont pour moi celles que j'utilise, on va dire, le plus souvent. Ça ne veut pas dire que si je fais au développé couché 8 reps à 60, puis 9, puis 10, puis 11, puis 12, ça marche pas. Il y a des élèves à qui je fais faire ça, voilà, ça marche très bien aussi. Mais d'expérience, ça marche mieux la marche que je viens de t'indiquer. On adapte la vitesse de progression, quitte à progresser même moins vite que trop vite, pour, on va dire, essayer de s'adapter. Et j'ai encore vu un truc ce matin qui disait que les tendons, ça mettait jusqu'à 8 semaines à s'adapter. Donc, ce qui montre que, putain, si c'est 8 semaines, c'est hyper long, tu vois. Tu te rends compte que si tu es en forme, tu progresses super vite, tu rajoutes, je sais pas, t'es un surhomme, tu rajoutes 10 kilos sur tes barres en 8 semaines, tes tendons, tes fascias, tout ça n'ont pas du tout eu le temps de s'habituer et tu cours, c'est sûr, à la blessure un jour prochain rapide.
Et il n'y a pas que ces structures-là qui doivent s'adapter, hein. Sur une épaule, vous avez le bourrelet, vous avez aussi tout le système articulaire et cartilagineux qui prend encore plus de temps pour s'adapter. Bah, c'est pour ça que j'ai du mal avec la progressivité. Tu vois, la course à pied, on dit 10%. Bah, en fait, c'est une grosse moyenne. Il y a un gars un jour qui a dû dire 10%, puis tout le monde dit ouais, 10%, 10%. Ouais, mais dis-moi, 10%. Encore une fois, je reviens toujours à ce truc-là, c'est qu'à un moment, le Graal, entre guillemets, c'est d'arriver à se décoder, à faire équipe vraiment avec soi et de se dire voilà, là, je sens que je peux faire un peu plus, j'y vais. Là, je sens que je peux faire un peu plus, bah, je refais pareil. Pareil, il y a 15 ans, il y a 20 ans, quand j'ai commencé à coacher, pour moi, c'était inconcevable de refaire une séance que j'avais déjà fait. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus concevable. Tu vois, aujourd'hui, me dire les adaptations, elles mettent beaucoup plus de temps que ça à arriver. Me dit Et Alex. et justement non, tu peux continuer, t'inquiète, il y a pas de souci. C'est juste là, tu parles de surcharge progressive et est-ce que tu vas utiliser justement une semaine de décharge ou pas spécialement? Est-ce que le corps a besoin de se régénérer, de recréer aussi de la motivation parfois, hein? D'avoir une semaine où on est un peu plus tranquille, on force un peu moins ou non, on est toujours sur une, sur une surcharge progressive, à la vie, à la muerte? Ouais, à la MRT. Je te dirais que ça, c'est un peu intégré dans les cycles de progression. Tu vois, je reprends mon exemple. Je fais des élévations latérales à 4 kg en série de 12 et puis je monte jusqu'à 30 répétitions avant de passer aux 6 kg. Quand je vais passer aux 6 kg, bah, je vais redémarrer en série de 12. Donc pendant quelques séances, je vais avoir l'impression de rien faire et je vais récupérer. Tu vois, comme je vais beaucoup contracter, peut-être un peu plus fort avec les 6 kg, mais pas tant que ça, et que le stress est moins important, bah, tu as 2, 3, 4, 5 semaines qui peuvent être frustrantes quand on est très pressé, mais qui sont une sorte de déload en fait, qui se fait naturellement. Après, en préparation physique, ce qui est beaucoup utilisé, et c'est Jean-Pierre Heguière, pour moi, à ma connaissance, qui est le premier à avoir codifié ça, dans notamment son bouquin. Il avait fait un bouquin aux éditions INSEP, je crois que c'était le tome 1. Et ensuite, bah, il a écrit un bouquin il y a pas si longtemps, Way to Excellence, en fait, où la plupart d'entraîneurs en préparation physique font 3 semaines de surcharge, puis une semaine de déload. Ou quand c'est plus intense, 2 semaines intensives et une semaine de déload. Alors après, bah, c'est à adapter aussi. Plus notre niveau est élevé et plus on a besoin de déload fréquents, donc de diminution du volume tout en maintenant l'intensité souvent. Quand on est débutant, bah, on a une marge de progrès qui est plus importante et donc on a besoin de faire des déloads moins souvent. Et ta décharge ton volume sur ta décharge, tu le mets par exemple, on va faire sur un mois, on fait 3 semaines de surcharge. Ma troisième semaine, tu la mets à peu près au niveau de la première ou tu vas chercher quand même un peu plus? Juste pour avoir une idée et après tu Ouais, repars encore plus haut sur la quatrième. de mémoire, donc j'ai plus tout en tête, mais si je dis pas de conneries, tu vois, si on reprend le cycle sur 4 semaines de Jean-Pierre Heguière, c'est première semaine 60% en termes de volume, ensuite 80%, 100%, et la quatrième semaine, tu vas être à 40%, tu vois. Ah OK, tu Donc tu redescends passes en encore dessous. plus. OK. Voilà. Et donc à chaque fois, sur ce type-là, bah, donc où tu vas peut-être modifier des exercices ou les combinaisons. En fait, ensuite, tu vas monter, on va dire, ton 60%, bah, c'est plus même 60%, c'est un peu plus quand tu relances, etc. Donc tu vas accumuler. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent les phases extensives. Et quand ils font 2 semaines, une semaine, bah, c'est des phases intensives. Donc c'est la codification, quoi. Pierre, je sais pas si tu as une question avant qu'on parte plus sur voilà, juste partir moi sur le choix des exercices dans la séance. C'est un peu une philosophie justement pour, est-ce qu'on part de l'exercice le plus difficile et après on va sur, entre parenthèses, un qui a moins de composantes d'étirement? Comment tu construis une séance en dehors de l'échauffement? Et d'ailleurs, tu peux en parler aussi, c'est vrai qu'on est kinés tous les 2, Pierre, en plus et ostéo. Donc, même ta vision de l'échauffement, ça peut être intéressant. Comment tu construis une séance? Quels exercices tu vas choisir et aussi à l'échauffement, ce que tu fais tout simplement. Je pense que ça peut être cool d'avoir ce partage d'expérience. Bah, l'échauffement, il fait toujours peur quand, quand j'en parle. Parce que pour moi, l'échauffement, c'est quelque chose de global. L'échauffement, bah, on a tous déjà fait de la muscu où tu arrives, tu te mets directement sous la barre, voilà. Mais en fait, l'échauffement, si on prend monsieur, madame, tout le monde, qui est resté 8 heures par jour assis, qui fait 1 heure de transport avant de s'entraîner, bah déjà, c'est un échauffement cardiovasculaire. Peu importe ce que tu fais, c'est au moins 5-10 minutes d'activation. Ensuite, c'est se mobiliser, sortir, on va dire, de sa léthargie, de son armure. À partir de là, j'estime que tu as tout l'échauffement, on va dire, musculaire de mobilité à faire. Est-ce que j'ai des besoins, des restrictions à travailler et échauffer en même temps tous les muscles qui vont participer à la séance. Et ensuite, seulement, tu as l'échauffement nerveux, c'est-à-dire la montée en gamme sur l'exercice. Donc, quand je dis tout ça, on se dit merde, mais combien de temps ça dure? Bah, ça peut durer 25-30 minutes. En fait, ça dépend de tes limitations, de ce que tu veux faire. J'ai eu un gars, un coup en CQP, il y a peut-être 3-4 sessions à Paris, à l'INSEP.
Le mec passait 45 minutes avant de pouvoir faire un squat. Il avait tellement peu de mobilité, il fallait qu'il passe 45 minutes. Bon, bah, le mec avait du temps. On voit qu'il travaillait pas beaucoup parce que sinon personne ne peut le faire. Il ferait mieux de faire de la presse à... Non, mais sinon il ferait de la presse à cuisse. Il fait du squat gobelet avec les talons surélevés, tu vois. Ouais, bien sûr. Voilà. On trouverait une astuce. Mais tu vois, l'échauffement, il peut être long et on a souvent tendance à pas en faire assez. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Alors maintenant, il y a des astuces. Hein. Tu peux être, comme je disais, être un peu actif la journée. Tu marches un peu entre deux pauses, entre le boulot, entre les pauses. Bah, quand il y a les pauses, tu fais des mobilisations, donc tu es déjà mobilisé. Puis quand tu arrives, tu as juste besoin de faire le musculaire et puis la mobilité. Tu as monté en gamme. Mais déjà, voilà, si déjà tu respectes ça, comme je dis, la meilleure des récupérations, c'est le bon échauffement. Ça commence par là. Tu fais quoi? De la mobilité plutôt active, passive? Qu'est-ce que tu vas chercher justement, dans ton Ouais, échauffement? bah, alors moi j'ai la chance entre guillemets d'organiser comme je veux. Donc moi je fais un peu je fais des snacks de mobilité de genre 20 minutes 3-4 fois dans la journée. Donc en ce moment je suis très dessus. Mais ouais, en fait, imaginons que tu veux y faire je sais pas des tractions dans ta séance et puis que tu as une flexion d'épaule, je sais pas à 80 au lieu de 90, bah je vais te faire travailler d'abord de manière passive et ensuite de manière active pour entre guillemets te désinhiber et te permettre à terme d'avoir directement tes 90 degrés. Donc, je suis pas vraiment pour de l'étirement passif, on va dire uniquement en échauffement, en termes de mobilité, mais aussi pour mettre de l'actif, parce que ce qui compte après, c'est que tu aies le contrôle de cette amplitude dans une optique de longévité et dans l'objectif, là, pour le coup, de faire des tractions. Donc, ça peut s'intégrer directement à l'échauffement. J'ai un copain qui a une box de CrossFit, je fais une petite dédicace, mon partenaire d'Irox, Baptiste, qui lui, en général, il dit aux gens de venir 20 minutes avant et ils ont tous leur petite routine de mobilité à faire avant l'entraînement de CrossFit en fonction de la séance du jour. Après, comment je choisis l'exercice dans une séance? Il y a plusieurs choses. Un, comme je disais tout à l'heure, quelles sont mes capacités de mouvement? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux pas faire? Qu'est-ce qui va pas être faisable uniquement qu'avec des poids lourds? Si je peux pas le faire à vide déjà et que je veux pas faire de mobilité, j'ai pas le temps, j'enlève l'exo ou j'adapte l'amplitude. Donc souvent, j'enlève l'exo. Ensuite, d'un point de vue anatomique, est-ce que c'est un muscle à angle ou pas? Par exemple, les pecs, et je vais prendre le cas d'un pratiquant intermédiaire classique, bah, on sait qu'en moyenne, c'est 3 angles différents. Il y a le haut de pec, le milieu, le bas. Donc je choisis un exercice avec le coude, on voit pas, avec le coude comme ça et comme ça. Voilà. Et ça peut être un développé, 2 exercices d'écarté ou 2 développés, un exercice d'écarté. 3 développés d'expérience, ça passe rarement. Si c'est pas un muscle à angle, mais que c'est un muscle biarticulaire, on va également réfléchir à ce qu'on disait tout à l'heure, la relation tension-longueur. Dans quelle position le muscle a le plus de force et dans quelle position il en a moins. Je prends l'exemple des biceps. Quand j'ai le bras en arrière, eh ben, ça fait beaucoup de biceps. Quand j'ai le bras devant, je donne du mou au biceps. Et en théorie, je fais plus le brachial antérieur et plus ou moins le long supinateur, le brachioradial, en fonction de comment je mets la main et de mes préférences, on va dire, nerveuses. Et ensuite, bah, je détermine aussi, bah, en fonction de la morphoanatomie de la personne, de comment elle s'organise, moi ce que j'appelle un peu les préférences musculaires, l'exercice qu'elle va devoir faire. Donc finalement, c'est vraiment, et je vais reprendre un exemple pour montrer, quand tu fais un tirage, il y a des gens quand ils font un tirage poulie haute ou une traction, il y en a qui vont tirer essentiellement avec le grand rond, donc beaucoup avec le grand dorsal, d'autres qui vont serrer les omoplates sans qu'on leur dise rien tout de suite, d'autres on va voir ils vont tirer avec les bras parce qu'ils ont la longue portion du triceps qui est super longue, d'autres qui vont tirer avec l'arrière d'épaule qui gonfle à chaque répétition. Et donc en fonction de ça, bah, ma séance va s'organiser, si j'ai la possibilité de faire un bilan vraiment complet à la personne, autour de 1, 2, 3 exercices qui vont se compléter pour essayer de solliciter des zones différentes du groupe musculaire en question. Pour moi, ça n'a pas de sens de faire développé couché halter, et puis écarté couché avec halter. C'est 3 fois le même angle, ça n'a pas de sens. Théoriquement, ça a plus de sens de faire développé incliné, peut-être barre, développé couché halter, et puis écarté décliné, ou écarter la poulie avec le coude qui va vers le bas. Ça a plus de sens. Mais cette séance peut n'avoir aucun sens pour quelqu'un qui a des épaules qui sont prédominantes, un avant d'épaule qui est très en oblique, avec un pec qui est très court ici, de faire de l'incliné. Donc dans ce cas-là, on va peut-être être sur décliné en premier, couché halter en deuxième, et ensuite on va essayer de faire un écarté peut-être à un bras, à tester, pour que ça lui fasse plus le haut de pec et moins l'épaule, en gardant le coude sous l'épaule. Donc c'est souvent comme ça, c'est est-ce que c'est un muscle à angle ou pas? Qu'est-ce que je veux travailler exactement pour le faire? Et souvent on arrive voilà, à ces 2-3 exercices, parfois un seul quand c'est pas une priorité ou quand on est juste dans une optique de renforcement. Mais pour prendre du muscle, tu as plein de petits facteurs à prendre en compte qui sont souvent malheureusement peu connus, mais qui sont les bases des bases d'un point de vue, on va dire, du recrutement musculaire.
Pierre, je sais pas si tu as une question, mais est-ce que tu commences par le premier exercice qui est le plus difficile en termes d'exécution? Tu vois, par exemple, tu parles avec des haltères, justement, un développé haltère, ou par exemple, tu vois, à contrario, où je vais être sur une machine guidée. Est-ce que ça a plus de sens de commencer par plutôt mon mouvement haltère et après finir à la fin par des machines qui sont guidées ou pas spécialement? Là, Et ça aussi, dépend. Ouais. excuse-moi, et aussi ton avis sur les machines, parce que c'est vrai que je sais même pas si les machines des fois sont bien, pas bien. C'est quoi ton expertise sur ça? J'aime bien comment tu poses des questions alors que tu sais déjà tout ça. Mais Non, pas du tout, ça je suis pas expert de la musculation moi, hein, t'inquiète, hein, c'est toi, hein. je sais pas, je regarde ton compte, on voit que tu connais. Mais bref. Et est-ce qu'il y a un intérêt à commencer par l'exercice le plus difficile? Ça dépend où on en est dans sa progression. Si je suis débutant, oui. La priorité, c'est de coordonner ses mouvements, de coordonner ses muscles entre eux, d'améliorer ma synchronisation. Et comme mes ressources de concentration sont limitées, comme on le sait tous, la réflexion empêche l'action, j'ai intérêt à avoir le maximum de concentration sur les exercices les plus difficiles. Après, une fois qu'ils sont un peu automatisés, on va dire à 80-90%, que tu les as répétés, je sais pas, des dizaines et des dizaines de fois, tu vas plutôt te dire qu'est-ce que je souhaite travailler en priorité. Tu vois, je reprends l'exemple du PPL de tout à l'heure, tu fais un push. Est-ce que je commence par les pecs ou les épaules? Ça dépend sur quoi je vais mettre l'accent en priorité. Si ma priorité, c'est de développer le faisceau latéral de mes épaules et d'être plus large, bah, je vais commencer par les élévations latérales. Si mon but, c'est plus de développer, je sais pas, le haut des pecs, bah, je vais mettre mon exercice qui travaille le haut des pecs en priorité. Donc, tu vois, l'ordre doit s'adapter euh, à tes objectifs plutôt que à tes exercices le plus difficile. En fait, à un moment, tous les exercices sont difficiles de toute façon. Ouais, Parce que bien tu vas sûr. apporter. Après, sur les machines, bah, le problème, c'est de trouver des bonnes machines. En fait, avant, il y avait le salon de Paris Body Fitness. Et donc, je pouvais essayer les machines assez facilement. Et donc, tu te rendais vite compte, bah, on va dire, du potentiel des machines. Moi, ça m'est arrivé d'acheter des machines sans les essayer et de me dire, ah, putain, mais si j'avais essayé, jamais j'aurais acheté cette machine-là. Tu vois, ça n'allait pas du tout. Tu vois que la personne qui l'a construite, en fait, gère rien, quoi. Vraiment, tu te dis, mais elle n'a pas testé la machine, elle fait pas de muscu, elle fait rien. Donc, en ce sens, même si aujourd'hui on avait trouvé des bonnes machines, je conseillerais de ne pas acheter sans les tester. Et après, si on a un doute, bah, mieux vaut rester avec barre et haltère, surtout dans une optique, on va dire, j'ai même envie de dire une optique de longévité. Comme je suis plus partisan et on l'a défendu tout au long du podcast, mieux mettre moins lourd que trop lourd, mieux vaut en faire moins que trop, tout ça. Mieux vaut rester en contrôle que de moins contrôler. Bah, je pense que ça a plus de sens. Tu vois, on a moins de chances de se tromper avec une barre, des haltères, qu'avec une machine qui parfois va t'emmener dans des positions en fait désavantageuses. Euh, et même, tu vois, d'un point de vue longévité, si on compare la presse à cuisse et le squat, si on a la possibilité de faire une variante de squat, pas forcément du squat nuque, mais du squat gobelet ou des fentes ou autre, bah, ça a plus de sens dans cette optique de bien se mouvoir, de bien bouger, que de faire de la presse à cuisse, qui peut avoir du sens aussi. Moi, j'en fais beaucoup aussi de la presse à cuisse, pour développer peut-être plus localement la force de tes cuisses, mais qui sera moins transférable dans la vie de tous les jours, dans cette optique de longévité. Donc, les machines, oui et non, ça, ça dépend de quelle machine on parle. Après, je peux même pas recommander une marque parce que j'ai Ouais. jamais vu une marque encore proposer que des bonnes machines. Vraiment, j'ai jamais vu ça. À chaque fois, je sais pas comment ça se fait, mais il y a des machines vraiment toutes pourries, quoi. OK, et ton avis sur des salles de sport comme, tu vois, une marque Orange, on va pas les citer, tu vois? Mais c'est quoi? C'est quand même bien pour les vaut mieux ça que rien? Ou est-ce que tu trouves limite que les machines sont vraiment pas terribles? C'est quoi ton avis justement? C'est vrai que je pense que c'est la majorité des gens qui nous écoutent vont dans ce type de salle, hein, je pense. C'est quoi ton expertise et ton retour sur ce sujet? Alors, je n'ai jamais été dans ces salles orange. OK. Jamais. Donc, je peux pas faire de retour. J'ai été dans la salle jaune et noire, par contre. OK. Pas souvent. Je trouvais que c'était plutôt pas mal équipé. Alors après, J'aime ces pareil, il y noms avait de des, code. voilà, bah, c'est bien, c'est nom de code. Mais il y avait, je me souviens qu'à un moment, il y avait une machine qu'ils avaient, toutes les salles noires et jaunes avaient cette machine. C'était une sorte de rowing. Et en fait, quand tu tirais un bras, je sais pas, ça n'allait pas, quoi. Elle t'emmenait, tu sentais que ça n'allait pas. Mais pourtant, elle était dans toutes les salles. Parce que souvent, un gérant de salle couvre une franchise. Et je dis souvent, je fais une petite généralité, certains m'en voudront peut-être. Mais en fait, tu achètes un pack de machines et donc tu as un prix sur le pack. Mmh. Donc tu dis, bon, bah voilà, c'est bien tout ça. Et comme souvent tu ouvres une salle, tu es plus businessman que passionné de muscu, bah, c'est comme ça que tu te retrouves avec des machines qui ne servent pas à grand chose. Mais
tu as beaucoup de salles jaunes et noires qui sont très bien équipées. Pareil, tu as des salles, je sais pas, on pourrait dire rouges et blanches là aussi. Après, tu peux dire que- les marques, il n'y a pas de souci, on s'en fout, hein. Ah, bah, T'inquiète. alors Basic Fit c'est orange, jaune et noir c'est Fitness Park et il y a On Air qui est rouge et blanc. Ok. Pareil, qui ont a priori du bon matos aussi. Moi j'ai des bons retours là-dessus parce que comme j'ai pas mal d'élèves qui s'entraînent dans des salles, je vois un peu. Après, comme j'ai ma propre salle, tu vois, je suis pas vraiment confronté à m'entraîner dans ces salles-là. Quand je suis pas chez moi, en plus comme je fais beaucoup de cardio, bah, je vais courir ou Hmm. tu vois, j'ai toujours une petite salle sinon de quartier pour me dépanner ou une salle de CrossFit. Et donc je vois surtout ces salles-là et pas trop. En fait, c'est comme ça fait plus de 10 ans que j'ai ma salle, j'ai Ouais. pas eu le loisir de voir toute cette démocratisation des salles et de voir comment c'était, à part pour Fitness Park où j'avais été et qui était quand même pas mal. Hein. Super. Et juste on n'a pas parlé, mais est-ce que tu utilises une restriction des temps de repos pour de la progression ou non, tu préfères toujours quand même garder un temps de repos assez conséquent? Bah, le temps que tu as à disposition va déterminer tes temps de récupération. On sait tous, dans une optique de prise de muscle, et c'est pas trop à débat, que plus je prends de temps entre mes séries et plus je vais pouvoir maximiser le poids que j'utilise et le temps sous tension, la durée de la série. Plus je vais être productif. On sait que ça, bah, c'est ce qu'il y a de plus traumatisant et ce qui va nous permettre, bah, en gros, de prendre plus de muscles. Maintenant, je reprends le contexte de la plupart des gens qui ont 3 fois 1 heure pour s'entraîner, 4 fois 1 heure par semaine, parfois 1h15. Tu peux pas prendre 3-4 minutes entre les séries. Tu peux pas prendre 5 minutes. À un moment, tu en fais tellement peu. Mais si tu peux, tu fais qu'un exo dans la séance. Mais dans ce cas-là, il y a tout le chapitre renforcement musculaire qui est rendu possible par la multiplication des exercices où tu vas complètement passer à côté. Et pour moi, ça a beaucoup moins de sens. Et c'est pour ça que j'ai plutôt tendance à limiter les temps de récupération. Parfois, ça peut m'arriver de recommander 3 minutes sur, on va dire, l'exercice que j'ai mis en premier, qui est la priorité. Mais ensuite, de limiter les temps de récupération pour malheureusement tout faire rentrer dans la séance, quitte à ce que ce soit moins efficace sur le court terme, mais plus efficace à long terme. Tu sais, quand tu demandes à n'importe qui combien de temps de récupération il prend, la plupart ils vont dire bah, je prends 1 minute 30, 2 minutes. Mmh. Ils savent pas trop pourquoi, parce que finalement, en pratique, c'est le meilleur compromis. En fait, c'est le meilleur compromis. Certes, tu mets pas le plus lourd, certes, tu maximises pas le temps sous tension, mais tu arrives à faire un volume finalement conséquent. Et certes, ça va te limiter peut-être à 80-85% de ton potentiel, mais pour la plupart des gens, c'est déjà super d'arriver à 80-85% de son potentiel. Les 15% restants, est-ce que ça a du sens de passer des heures et des heures pour gagner peut-être 1,5 cm ou 2 cm de bras en plus? Aujourd'hui, je te dis que non. Quand j'avais 25 ans, je te dirais bah oui. Et ton avis sur des séances plutôt full body ou justement dans une séance on va essayer de tout travailler, on va enchaîner sans forcément prendre de temps de repos entre les différents exercices parce qu'on va stimuler des corps musculaires différents. Est-ce que ça a du sens, mais plus pour quelqu'un de lambda santé? Ouais, et bah, je pense que le circuit training, donc le fait d'enchaîner tous les exercices, c'est une excellente façon de s'entraîner pour les gens qui manquent de temps, qui n'ont pas le temps de faire du cardio, qui n'ont pas le temps de faire vraiment de la muscu et qui veulent un peu un compromis entre les deux. Parce que là, tu vas faire aussi bien, on va dire, du renfort que du cardio. Tu vois et je trouve que c'est une excellente approche qui est assez minimisée. Alors là, avec l'Aerox et même avec le CrossFit hein, qui était un peu là avant, en fait, c'est ça, c'est du circuit training en fait qu'ils font. Ils enchaînent, ils enchaînent, ils enchaînent. Alors après, faut réguler l'intensité pour travailler ce que tu veux travailler et pas te mettre dans la sauce à chaque fois, comme on le voit malheureusement partout sur les réseaux avec des circuits improbables, parfois infaisables, sauf par les champions. Mais je trouve que c'est une excellente façon de s'entraîner. C'était d'ailleurs hyper populaire pour développer l'endurance de force, aussi bien locale que générale. Dans les anciens entraînements d'aviron, pour ceux qui connaissent, avec notamment le circuit C2. Et non, c'est une excellente façon de voir les choses. Alors maintenant, si l'objectif, c'est de prendre du muscle, et puis qu'on a du temps pour s'entraîner, et puis voilà, bah, c'est pas l'idéal. Mais c'est un excellent compromis et, pour beaucoup de personnes. Et dans une construction de séance, entre tes séries, tu sais, on parle d'un temps de repos de 2 minutes, 3 minutes. Est-ce que je peux pas faire un autre exercice pendant ce temps-là et quel serait mon choix d'exercice qui interférerait le moins? C'est sûr que si je fais du soulevé de terre entre mes séries de développé couché, bon, tout le monde comprend bien que nerveusement, tu alternes le truc 2 fois et en fait, t'es déjà cramé, quoi. Euh, Comment agencer ça? Parce que par exemple, faire des abdos, moi je fais des abdos, tu vois, entre mes séries de développé couché ou de traction. C'est quoi ton avis là-dessus?
Ouais, bah, comme tu le dis, le problème, c'est la contrainte nerveuse, dans le sens où quand tu changes d'exercice, si l'exercice est trop éloigné et trop demandant en termes de coordination, en fait, ça te perturbe complètement et tu récupères pas nerveusement. Maintenant, faire des petits exos, moi, je pense que ça a du sens. Euh, Tu vois, aujourd'hui, je vois pas mal de gars sur les réseaux qui font, par exemple, une séance cuisse et qui, entre leurs exos cuisses, font des exercices de mobilité pour le haut du corps. Je trouve que c'est une bonne façon de meubler, tu vois. C'est pas mal. Et finalement, tu vois, de faire, je sais pas, de la rotation interne d'épaule ou même des cars tout court, des rotations articulaires contrôlées, je pense que ça a du sens, tu vois. Ça te permet en plus de gagner du temps sur des choses que tu ferais pas, plutôt que de rien faire à la salle, parce que quand tu prends 3-4 minutes à la salle, tu te fais sacrément chier si t'es tout seul. Euh, je pense que ça a du sens. Maintenant, ouais, je ferais pas deux trucs particulièrement intenses, enchaînés, mais des trucs qui sont moins intenses comme les abdos, tu vois. Si tu fais les abdos, tu fais, je sais pas, du gainage, tu fais des séries de planches d'1 minute, ou tu fais de la roulette, alors que tu fais, je sais pas, de la presse à cuisse. Pour moi, ça se conçoit très très bien pour justement gagner du temps et encore une fois, réussir à faire plus d'exercices dans le temps que tu as, ce qui va être encore une fois bénéfique à long terme. Est-ce que tu te mets un petit peu en état, on a Vincent qui est pas là aujourd'hui, le troisième de 1000%, qui est très branché respiration, méditation. Est-ce que ça peut être quelque chose d'intéressant à ajouter sur de la récupération pour optimiser ou rien à voir? Moi, Ah, Pierrot, il a pas l'air convaincu en tout cas. Pas du tout. ouais, non, mais tu sais, la respiration, la première fois que j'ai été sensibilisé, je devais avoir 18 ans. C'était le bouquin d'Anthony Robbins, Pouvoir illimité. Et il y avait un gars sur les forums super Smart Weight Training à l'époque, Frank B, qui en parlait, tout ça. Il disait voilà. Et dans ce bouquin, je me souviens que, si ma mémoire est bonne, hein, c'est il y a plus de 20 ans, il disait que, en fait, on pouvait contrôler sa respiration. Et pour moi, à l'époque, à 18 ans, c'était incroyable, tu vois, de se dire waouh, tu peux contrôler ta respiration. Il disait quand vous êtes essoufflé, pensez à reprendre le contrôle, à calmer votre respiration, à respirer librement. Et c'est vrai que c'est un truc qui m'est resté, de gérer ta respiration. Tu vois, là, je suis en train de lire en ce moment Respirer de James Nestor, qui se lit très bien. Et juste avant, j'avais fini Patrick McKeown, qui a été traduit en français, là, Oxygen Advantage. Euh, donc, c'est sûr que la respiration, avoir le contrôle de sa respiration, c'est important. Maintenant, si tu veux te relaxer entre tes séries, parce qu'on sait que la respiration, c'est une porte d'entrée vers l'activation ou la désactivation, système nerveux sympathique ou parasympathique, bah, t'as pas trop intérêt à essayer de te désactiver, de te mettre en mode parasympathique entre les séries, quoi. Si t'es là et Faut tu rester fais, énervé, hein. tu vois, Ouais, si faut tu fais, rester nerveux en fait. si tu te relâches complet, c'est mort. Par contre, en fin de séance, tu vois, c'est un truc qui est souvent négligé, c'est le retour au calme. Tu vois, alors que là, justement, ça a énormément de sens. Tu vois, de prolonger ton expiration, de vraiment, vraiment te relâcher pour repartir, on va dire, détendu de ta séance. Moi, je sais pas, je vois 99% des gens qui repartent de la séance, ils ont fini une série, ils courent au vestiaire se changer et puis ils repartent, quoi. Tu vois, ce qui est un non-sens. Mais c'est vrai que la respiration, moi, c'est un truc auquel je fais de plus en plus attention, même si tous les effets prétendus magiques, je les ai pas encore ressentis, je les attends parce qu'a priori, des fois, tu lis des bouquins et c'est incroyable. Mais pour l'instant, pour moi, c'est pas incroyable. Même si j'essaye de respirer au maximum par le nez, quand je fais mes séances à basse intensité, de respirer que par le nez, de vraiment avoir le contrôle de ma respiration, de bien expirer. Ok. Tout part de l'expiration. Mais c'est vrai qu'entre les séries, c'est un peu compliqué. Mais c'est encore un truc qui est un peu, pas sous-estimé, mais c'est un truc de plus à faire. Et dans ce monde qui manque de temps, bah, on manque tous de temps pour faire tout ce qu'on devrait faire, malheureusement, pour se remettre d'aplomb suite au déréglage que la société nous fait avoir, quoi. Moi, je pense que c'était une bonne réponse et on prend. Et Magnifique. est-ce que naturellement on peut améliorer l'anabolisme musculaire? Est-ce qu'il y a des choses que tu mets en place, même au niveau de la testo, c'est vrai qu'on entend beaucoup cette image de la musculation. Est-ce que tu as des conseils très simples? J'imagine que bon, c'est un peu fourre-tout, il y a l'alimentation, le sommeil. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as utilisées ou qui ont vraiment un retour positif sur le terrain pour toi? Mais tu vois, là, la respiration, pour moi, ça a tout son sens. Tu vois, parce que ce qui se passe, c'est que quand tu es toujours activé, en mode sympathique, que tu es stressé, que tu respires mal, tout ça, en fait, tu génères, je caricature, plus de cortisol que nécessaire. Or, le cortisol, c'est une hormone stéroïdienne, et donc c'est les mêmes précurseurs que la testostérone. Et des précurseurs, t'en as pas en quantité illimitée, quoi. Même si tu manges bien, même si tu dors bien, tout ça. Et c'est pour ça que la respiration, le fait de contrôler sa respiration, d'être plus dans l'instant présent, même si ça peut paraître un peu bizarre ce que je dis, en fait, te permet d'avoir plus de précurseurs pour que ça se transforme en testo. Maintenant, la testostérone, c'est qu'un des facteurs, qu'une des hormones de la prise de muscle.
j'ai tendance à dire, comme je disais tout à l'heure, le corps, c'est un ensemble de récepteurs. C'est des récepteurs pour la testo, des récepteurs aux androgènes. Mais il y a aussi des récepteurs à l'hormone de croissance. Il y a des récepteurs à l'insuline. Il y a des récepteurs au glucagon. Il y a des récepteurs à la leptine. Il y a des récepteurs à tout dans le corps. Et ça, tu as beau avoir le plus haut fort testo possible. On le voit avec des gars des fois qui se dopent et qui n'ont presque pas de résultats. Si tu as des récepteurs tout pourris, que tu n'en as pas beaucoup, qui sont pas très sensibles, tu peux prendre tout ce que tu veux comme produit dopant et essayer de booster ta testo au maximum. Ça ne donnera pas de résultat. Et au début, j'en parlais avec un copain là, que j'ai retrouvé il y a pas longtemps, qui était avec moi sur les forums Body Info à l'époque, quand c'était la mode des forums, il y en avait des dizaines et des dizaines, où les mecs racontaient ce qu'ils prenaient comme produit, et on en voyait plein qui se dopaient et qui n'avaient pas de résultats, parce que leur récepteur était tout pourri, et ils prenaient des doses, ils augmentaient, ça fonctionnait pas. Donc c'est plus un équilibre en fait, tu vois, l'anabolisme, le fait de prendre du muscle, en fait c'est des bonnes habitudes que tout le monde connaît, tu vois, c'est manger sain, des aliments non transformés, c'est se coucher de bonne heure, pas se lever trop tard, c'est être actif, c'est faire des choses qui sont une extension de toi, c'est partager, c'est voir des gens, c'est la vie quoi, tu vois. Et Prendre en le fait, soleil, marcher exactement, en plein air. prendre le soleil le matin si possible. C'est pour ça que je sors mon chien le matin aussi dès le réveil, tu vois. Mais c'est plein de petits trucs en fait qui sont du bon sens, mais qu'on oublie parce que la société nous pousse à toujours aller plus vite, plus vite, plus vite. Alors qu'en fait, et puis aussi, tu nais avec un potentiel. Tu sais, t'as beau avoir des bonnes habitudes, améliorer, on va dire ça comme ça, l'expression de tes gènes, l'épigénétique, n'empêche que tu as un potentiel. Et de toute façon, si tu es fait pour faire du muscle, on en parlait au début, t'es répondeur, t'es pas répondeur, il y a des grosses différences entre individus. Je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec Florent Blanc, qui est entraîneur de force athlétique, et qui me disait qu'il coachait aussi bien des mecs qui faisaient 200 que des mecs qui faisaient 80. Et il essayait de les faire progresser pareil. Et en fait, celui à 80 kilos, ben, en fait, il avait du mal à progresser, quoi. J'ai souvent tendance à dire avec l'analyse morpho-anatomique que plus t'es doué, et moins t'es doué. C'est un peu la vie en fait. La vie c'est un peu comme ça. C'est complètement injuste. Ben, c'est dommage. Mais en tout cas, pour les internautes, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des questions sur tout ce qu'on dit. On prend le temps. D'ailleurs, Rudy, tu viendras mettre un petit commentaire pour que les gens Bien retrouvent sûr. ta page YouTube et si tu as le temps de répondre à quelques questions. Bien sûr. Bah, je regarde tous les commentaires et j'essaye de Voilà. répondre quand Nickel. je peux apporter quelque chose. S'il y a une question, je me ferai un plaisir de Et répondre. juste avant excuse-moi Pierre, avant de Pierre pose la question, on a aussi une dernière partie très très pratique à la fin. On a encore un petit quart d'heure là devant nous. C'est vrai qu'on a vu Vincent, il était, il conseillait plutôt, tu vois, par exemple, de faire des exercices au début au poids de corps. Par exemple, il disait ça sert à rien de faire du coucher à 50 kilos si déjà tu fais pas des pompes. Il dit, ça sert à rien de faire un soulevé de terre à 5 kilos si tu fais pas de swing. D'abord, tu vois, de faire des exercices un petit peu plus simples. Ouais, il a Avant raison. de Ouais. partir sur des C'est bien. exercices plus difficiles. Voilà, c'est quoi ton avis sur ça? Tu confirmes toi aussi? Bah, je vais pas dire que je suis 100% d'accord ou pour ça, mais c'est une très bonne approche de travailler ces patterns de mouvement avant de travailler directement les mouvements pour les muscles. Tu vois, faire du swing, c'est travailler son hinge, travailler son extension de hanche. Effectivement, il y a beaucoup de gens d'expérience qui n'ont pas de hinge, qui n'ont pas d'extension de hanche. Bah, vous devez le voir vous aussi en cabinet, où les gens, tu leur demandes de reculer les fesses quand ils se penchent en avant, ils n'y arrivent pas. Ou tu dis aux gens de faire je sais pas, un développé couché, de rentrer les épaules, sortir la cage, tout ça, ils n'y arrivent pas. Or, quand tu fais des pompes, ça se fait naturellement. Tu vois, en plus, tu bosses ta proaction. Donc, en même temps, tu bosses ton grand dentelé. Donc, ça a du sens, sachant que c'est un muscle qu'on travaille pas trop. Donc, effectivement, si tu peux apprendre avant les patterns de mouvement, avant d'apprendre les vrais exercices de musculation, avec des poids, pour moi, ça se conçoit très bien. Pierre, excuse-moi, je t'avais une question. Non, c'était juste pour savoir. Enfin, je dis non, mais oui, toujours des questions. Parce que au final, tu nous as même pas vendu de compléments alimentaires là, Rudy. Pour la testo, tu nous as vendu de dormir, de manger sain et d'aller marcher au soleil. Donc, on peut très bien dire que c'est 90% du travail, c'est ça. Et si on veut aller chercher les 10% restants. Je ne sais pas si tu es d'accord avec cette répartition, mais si on veut chercher les 10% restants, est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent optimales? Est-ce que de prendre du zinc en complément, prendre des oméga 3, est-ce que c'est des choses qui pour toi ont un impact là-dessus ou très peu? Je sais que quand je prends beaucoup de zinc, je sens une élévation de ma testo. Mais après, c'est toujours compliqué de dire quel complément prendre ou pas, Ouais. parce qu'on a tous des besoins différents. Effectivement, j'ai ma marque de compléments, Super Physique Nutrition,
donc sur superphysique-nutrition.fr. Mais aujourd'hui, avec tout l'avènement de la médecine fonctionnelle, il est possible, contre quelques centaines d'euros, bien évidemment, c'est jamais gratuit, d'aller voir un peu des déficits. Mais après, comme le dit Anthony Berthoud, est-ce qu'on a un intérêt à compenser ces déficits et à ne pas laisser notre corps s'adapter? Tu vois, il y a aussi ça aussi. Alors, Moi, je te dirais sur le pourcentage, je dirais que les bonnes habitudes, tout ça, c'est 99%. Et que les compléments, bah, c'est 1%, sauf si tu as un déficit qui est avéré. Et effectivement, là, pour le coup, ça va faire une grosse différence. Mais de là à te dire, bah, tu dois absolument prendre des oméga 3, bah, ça dépend. Si tu manges du maquereau et des sardines, tu n'as peut-être pas besoin de prendre des oméga 3 en gélule. Si, je sais pas, tu manges suffisamment de protéines. J'ai mon pote David, je lui fais une petite dédicace avec sa marque Féroce, qui vend des steaks avec des abats, tout ça. Est-ce que tu as un intérêt derrière à prendre un multivitamine? Voilà. Donc il y a plein de choses à voir. Et c'est pour ça que j'aime pas trop conseiller les compléments comme substitut, parce qu'après, il y a des gens, ils vont acheter des compléments alors que c'est pas la priorité. Tu vois, à un moment, il y avait la mode du Tribulus terrestris. A priori, ça revient sur le devant de la scène. On m'a dit que ça revenait. Mais c'est un truc d'il y a 30 ans. Il y a 30 ans, c'était dans les magazines. J'avais récupéré tous les mondes du muscle depuis 1975. Je crois dans les années 90, il y avait déjà le Tribulus. Mais on savait que le Tribulus, ça faisait rien, quoi. Vraiment, ça faisait que dalle. Mais les gens en achetaient à fond. Vraiment, c'était un truc de fou. Et parce qu'on disait, ouais, ça augmente la testo. Pareil, il y a eu un moment la mode des isoflavones, donc dérivé un peu du soja, avec notamment la bêta-ecdystérone, je crois. Et pareil, pendant des années, c'était à la mode, ouais, ça monte la testo, tout ça. Mais encore une fois, c'est pas ça, c'est pas de monter le taux qui compte. C'est que notre corps fonctionne au mieux. Tu vois, t'as beau prendre toute la testo que tu veux. Encore une fois, certains se disent, voilà, tu prends la testo à fond. Si t'as pas les bons récepteurs, t'as pas les bonnes habitudes, ça va pas compenser. Ça va t'aider un petit peu, mais ça va pas compenser les mauvaises habitudes. C'est d'abord les bonnes habitudes, d'abord les bases, et ensuite tu vois ce dont tu as besoin. Après, globalement, si on veut généraliser, bah ouais, c'est sûr que de prendre du ZMB, donc zinc, magnésium, de prendre des oméga 3, puis de prendre un peu de collagène sous forme de peptides, bah globalement, ça fait du bien. Voilà, il n'y a pas trop de débat. Mais est-ce que tu en as besoin, pas besoin, en fonction de ce que tu manges, en fonction de ce que tu fais. Moi, j'aime pas trop dépenser de l'argent pour rien. Comme on dit avec Fabrice, nous sommes des économes. Donc, on essaye de dépenser, on va dire, intelligemment. C'est une bonne réponse. Merci beaucoup pour, pour cet avis. Et juste pour finir, parce que c'est vrai qu'après, faut qu'on retourne travailler. On ne fait pas que ça toute la journée, C'est pour malheureusement. s'amuser le podcast. Bah oui, c'est pour s'amuser. C'est vrai qu'au niveau pratique, pour finir, on voulait juste proposer aux auditeurs les petites séances de Rudy. On a mis bras, pec, dos, abdos et jambes. Est-ce que tu pourrais nous donner 2-3 exos, voire un peu plus en fonction de chaque partie? Donc, une petite séance bras, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller juste pour les auditeurs s'ils veulent tester une séance de Rudy? Et après, il y aura ton appli en bas, bien sûr, s'ils veulent tester Ouais, non, mais il davantage. n'y a pas de souci. La potion magique de Rudy. J'ai souvent tendance à caricaturer en disant que si on prend pas de bras, en faisant 4 séries de 20 au curl incliné et en faisant après 2-3 séries de curl marteau, on prendra jamais de bras. Ok, ben déjà ça c'est la première séance. Est-ce qu'il faut pas faire des triceps quand même? On va pas Si, chercher. bah, triceps, souvent je conseille, moi ce que j'ai appelé le Magic Triceps au début des années 2010, c'est une sorte de pullover bras fléchi. Et pareil, si tu fais 4 séries de 20 et puis que tu prends pas de triceps, que tu complètes par de la poulie, genre l'extension poulie avec la corde, voilà, si tu fais ça et que tu prends pas de bras, enfin, en fait, t'en prendras pas, quoi. Franchement, ça va être compliqué parce que là, c'est des exercices, comme on disait, qui étirent beaucoup. Mais c'est sûr que c'est réservé à ceux qui ont des muscles un peu longs ou qui ont des bonnes capacités de mouvement. Et là, c'est sûr qu'avec ça, normalement, tu prends des bras, quoi. Si tu prends pas de bras, en fait, l'entraînement n'est pas très compliqué. Il y a des exercices qu'on fait, entre guillemets, leur preuve. La malchance, c'est que quand t'es pas fait pour ces exercices-là, ou que t'as pas les capacités, bah, en fait, c'est très difficile de compenser par d'autres exercices moins efficaces. Si les auditeurs sont venus directement à cette partie-là, peut-être leur dire de prendre un poids léger, de faire beaucoup de Ah répétitions oui, dans un bien premier sûr, bien temps. sûr. Voilà. Bien S'ils sûr. sont vraiment switchés, on ne sait jamais s'ils sont venus que sur la fin pour avoir tes séances, ça peut être intéressant de faire le retour. Et une séance PEC, t'en as parlé un petit peu, est-ce que tu pourrais nous en conseiller Ouais. une? Bah, souvent, pour la plupart des gens, du décliné, s'ils y ont accès, c'est bien, avec du coucher haltère et un exercice d'écarté, soit décliné, soit la poulie avec les poulies en haut. Voilà, d'un point de vue anatomique et morpho-anatomique, c'est ce qui convient le mieux à la plupart. Malheureusement, très peu de salles ont des bancs déclinés. Donc, dans ce cas-là, bah, coucher haltère, pas de décliné, peut-être des dips, en fonction de comment sont les triceps et de la mobilité d'épaule en extension et en rotation interne. Et puis, bah, la poulie qui peut rester. Si tu veux faire le dos, alors bon, je fais généraliste aussi, il faut varier la position du coude à chaque tirage.
Donc, si tu as un tirage haut, ça peut être un tirage pronation, donc où tu as le coude qui est un peu sur le côté. Si tu fais un autre tirage, faut qu'il soit soit en prise neutre, soit en supination, en fonction de tes capacités de supination, de rotation externe, bref, tu vois, où le coude va être là. Et puis après, pareil, sur les rowing, c'est la même chose, hein, c'est avoir un exercice avec le coude, on va dire ouvert, et un avec le coude serré. Donc ça peut varier, hein, ça peut être un rowing T-bar avec un support, et puis un rowing à un bras à la machine ou avec halter. En fait, à chaque fois, c'est varier, varier l'angle, parce que là, le dos est rempli de muscles à angle. Si on parle des épaules, souvent, j'ai tendance à recommander de faire surtout de l'élévation latérale et de l'oiseau, que ce soit avec halter ou poulie. Moins l'avant des épaules, qui a tendance à être prédominant par rapport au pec pour beaucoup d'individus, mais ça peut se concevoir aussi. Sur les jambes, il faut bien penser à faire aussi bien des exercices qui font de l'extension de hanche que de l'extension de genoux. On a tendance, comme on disait tout à l'heure, à minimiser un peu l'extension de hanche parce que ça sollicite plus la chaîne postérieure et c'est un peu le point faible de beaucoup de personnes. Comme je fais plein d'analyses morpho-anatomiques, je peux dire avec certitude que 99% des gens n'ont pas d'ischio, du moins très peu développé. Et les fessiers, c'est pas beaucoup mieux. Donc, ça veut dire par exemple faire une variante de squat, une variante d'extension de genou. Donc, ça peut être une fente bulgare, puis un leg extension. Et puis après, un hip thrust ou un soulevé de terre jambes semi-tendues avec un exercice de flexion de genou, un leg curl assis, allongé, debout à une jambe. Pour les mollets, j'aime bien avoir au moins les deux exercices. Un où tu as les genoux presque tendus pour les jumeaux et un où tu as les genoux fléchis pour plus faire les solaires. Tu vois, rien de fou. Mais en fait, en se basant sur l'anatomie, comme on disait tout à l'heure, avoir des séances où les exercices se complètent. Bien sûr, en dehors de tout bilan avant, c'est pas le plus précis, mais ça permet déjà d'avoir des séances qui ressemblent à quelque chose. C'est pareil quand tu fais les abdos, c'est pas du crunch ou c'est pas juste de la planche, c'est pas ça. C'est je dois apprendre à enrouler par le haut, à enrouler par le bas, à faire des inclinaisons, à faire des rotations et aussi à faire des extensions. Mais des extensions aussi bien par le haut, genre du Superman au sol, que par le bas. Si j'ai accès à un banc à lombaire, faire genre du reverse hyper même sans poids, je dois apprendre à faire tout ça. Si je me contente de faire de la planche et que demain je dois faire une inclinaison, c'est comme ça qu'on fait un faux mouvement, il paraît. Mais Je vais pas avoir des abdos en faisant le stomach vacuum là, en respirant un petit peu, non? Ça va pas marcher? ça va t'aider un peu, mais c'est pas l'exercice qu'on ferait en premier, quoi. Vraiment, c'est Ouais. vraiment le détail des détails. Je sais pas si j'ai oublié des groupes musculaires, mais tu vois, Non, à c'est chaque bon. fois, bien penser aux fonctions des muscles, est-ce qu'ils sont à angle ou pas, et pour que la séance soit la plus complète, au moins théoriquement possible, avant de personnaliser progressivement au fur et à mesure que tu progresses. Et c'est vrai qu'on en a pas trop abordé, juste pour finir, enfin après si Pierre a une question, bien sûr, c'est avec grand plaisir. Est-ce que cette notion aussi de prise de masse sèche, ça a du sens? On voit que c'est de moins en moins à la mode. Apparemment, ça pourrait avoir quand même un effet positif sur le volume que tu pourrais justement encaisser et régénérer derrière, donc peut-être que tu pourrais mieux encaisser les séances. Toi, c'est quoi ton avis sur ça? C'est sûr que si quand tu manges plus, tu arrives à mieux récupérer et à plus encaisser, malheureusement, tu deviens gras. Donc, un plus gras. Heu, en fait, je reprends des exemples, mais au début des années 2000, quand on commençait la musculation, la plupart d'entre nous, on était très maigres. Tu vois, on était vraiment faim, on était déjà sec, et donc c'était normal de beaucoup manger. On cherchait des astuces pour manger plus, et c'était normal d'être en prise de masse continuelle pendant des années, quitte à prendre un peu de gras, parce qu'on ne devenait jamais vraiment gras. Aujourd'hui, beaucoup de personnes débutent la musculation en étant déjà gras, en étant skinny fat, c'est-à-dire en ayant du gras localisé au niveau du ventre, au niveau du bas du corps pour les femmes. Et en ce sens, ça a beaucoup moins d'intérêt de manger en surplus calorique pour grossir et prendre du muscle. On est plus dans une optique de rééquilibrage, de transformation physique qui va certes peut-être amener à prendre du poids sur le moyen et long terme, mais où au début, tu n'as pas intérêt à vouloir grossir sur la balance, parce que si tu as déjà du gras localisé, on le sait très bien, il y a une sorte de préférence graisseuse qui fait que le moindre excès calorique, la moindre prise de gras va aller aux endroits où tu localises déjà du gras. Donc aujourd'hui, pour moi, ça a beaucoup moins de sens. Et c'est pour ça que c'est mon livre sur la sèche qui parle le plus, parce que les gens sont trop gras, le guide de la sèche au naturel, qui parle le plus, parce que en fait, nos habitudes aujourd'hui, inculquées par la société et promues par la société, en fait, nous poussent à être de plus en plus gras. Et donc, ça a moins d'intérêt de faire des prises de masse et de forcer la prise de poids, sachant qu'on peut prendre du muscle sans être en surplus calorique, même en étant en déficit léger. Sur le moyen et long terme, il n'y a pas de souci avec ça. C'est sûr que, par contre, si tu fais des régimes un peu à la con, où tu manges 500 calories par jour,
Bon, bah là, on parle même plus de prise de muscle ou quoi, on parle même pas de santé. Il faut vite que tu remanges avant de te foutre en l'air, quoi. Non, Mais mais c'était- c'est vrai, tu te dérègles à fond, quoi. Ouais, bien sûr. Bon, on va se foutre en l'air alors. Ben, merci beaucoup. Je sais pas si tu as une dernière question, Pierre. Non, merci Rudy, hein. Franchement, Ouais. c'était très complet et très synthétique à chaque fois, sans beauté en touche, parce que souvent quand même, c'est pas évident de trancher sur ce genre de questions et il y a toujours des variations en fonction des individus et des cas de figure, d'arriver à avoir des généralités, mais quand même les grands principes, on voit que Rudy, il maîtrise bien tous Il, ces sujets. il s'est Il mouillé. a pas lésiné, il a cité des livres. On va même pas lui demander qu'est-ce qu'il nous recommande comme lecture parce que je crois il nous a cité au moins une quinzaine d'auteurs. Donc vous ferez votre choix dans ce qu'il vous a donné. Nickel. Voilà. Ben, merci beaucoup, Rudy. Un dernier mot peut-être? En tout cas, merci. C'était Ouais, un bah, plaisir. c'était cool. Sinon, je recommande un livre. Je recommande le livre Ah, Facile d'Olivier Pourriol. ok. Ah, le Ouais, 16e. ok. Allez. Bon, ben, on le note alors. Qui Ben, parle de quoi? Qui parle de quoi? Je vais pas te teaser, mais c'est un peu ma philosophie depuis quelques années. C'est en fait tout ce qu'on fait est une extension de soi et tu peux pas contrecarrer ta nature, quoi. Souvent, on a tendance à idolâtrer les gens en disant putain, mais c'est parce qu'il s'est entraîné plus dur, il a fait ci, il a fait ça. C'est pour ça qu'il a réussi. En fait, il a juste fait ce qui était facile pour lui. Comme moi, qui écrit des articles, qui fait des vidéos, des podcasts, voilà. En fait, pour moi, c'est pas très dur. On me dit comment tu fais, ben en fait, c'est juste moi. Et C'est ta zone de génie, Rudy? c'est moi tout court. Voilà. mais ça sera le mot de la fin alors. Ben, merci beaucoup. On va retourner travailler. Toi, Rudy, va promener tranquillement. Petite Ça balade marche. avec ton chien, ça va faire du bien. Ça Merci. marche. Merci pour tout, Rudy. Toujours pareil, Allez. n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire et à Eh très vite. oui, Merci encore, Rudy. allez, Ciao, ciao. Salut à allez. tous. Merci à tous les deux. Ciao.